Donc, pour ceux qui n'étaient pas là avant les vacances, et puis parce que c'était il y a longtemps avant les vacances, je vous rappelle un peu de quoi on parlait dans ce chapitre. On parlait de tout ce qui est navigation et sécurité aérienne. Pour ça, on avait parlé, Vincent, on avait parlé des différentes organisations, typiquement les différentes fédérations d'aéronautique, de modélisme, parachutisme, hélicoptère et tout ça. Et on avait parlé des différents brevets et licences, pour être exact. On avait parlé donc du brevet, on va dire, le plus bas, entre guillemets. C'était, si vous vous en souvenez. Non? Hop. Donc, bon, le BIA. Bon, bien sûr, c'est pas un brevet, c'est pas un droit de voler, hein, c'est juste une initiation. Mais ensuite, on avait donc ce qui s'appelait avant le brevet de base, mais qui maintenant s'appelle le LAPL. Alors le LAPL, c'est le niveau le plus basique, on va dire, qui permet de voler, mais que en local et pas de faire des voyages et pas tout ça. Ensuite, on avait le PPL, qui là permet de faire des vols classiques avec des avions. Mais dans le cas du PPL, on n'avait pas le droit d'être rémunéré. Et ensuite, on avait les niveaux un peu au-dessus. CPL pour avoir le droit d'en faire un métier et d'être rémunéré. Et ensuite, tout ce qui est ATPL, c'est-à-dire tout ce qui est ligne commerciale. Okay. Ensuite, on avait vu un petit peu les immatriculations et notamment l'alphabet aéronautique, oui. Par rapport au brevet, est-ce qu'on peut juste indiquer l'âge? C'est marqué dessus et je l'ai dit déjà avant. En gros, c'est 16-17 ans, quoi. Je crois que maintenant, c'est tout 17 ans, d'ailleurs. Ensuite, l'immatriculation, on avait parlé de l'alphabet aéronautique que vous devez connaître. Alors, alors pas pour pouvoir tout ressortir par cœur, mais on va vous donner des propositions et il faut que vous sachiez éliminer celles qui veulent dire n'importe quoi. Ok? Voilà, on avait vu qu'il y a certaines immatriculations qui sont réservées pour certains types d'avions. Voilà, et ensuite, il y avait les feux. Donc, feu à gauche, c'est toujours le feu rouge. Feu à droite, c'est le feu vert, feu à l'arrière, blanc, et aussi un clignotant. Il y a un blanc vers l'arrière et un clignotant sur le dessus, un peu comme les tracteurs. Voilà. Hop, j'avance un peu. On avait parlé un petit peu de si on fait de la plongée, il faut pas prendre l'avion tout de suite, il faut attendre un peu à cause des paliers de décompression et tout ça. Et on avait vu un petit peu tout ce qui était le voile noir et le voile rouge, suivant si j'ai des accélérations positives ou des accélérations négatives. Voilà un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est circulation aérienne. Alors, c'est pas forcément la partie la plus simple, c'est pas non plus la plus compliquée, mais voilà, c'est pas forcément la plus fun. On va voir qu'en fait, c'est ce que je vous ai imprimé là. Donc, pour ceux qui sont ici, je vous ai imprimé ça. Pour les autres, je vous ai mis directement le lien. C'est une carte aéronautique. On va apprendre à regarder un petit peu ce qu'on peut voir sur la carte aéronautique, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas de faire et tout ça. Et je vous raconterai une petite anecdote de ce qui s'est passé pendant les vacances à l'aérodrome de Figeac-Livernon, quand on ne respecte pas les règles de l'air. Voilà. Donc, il y a deux types de règles de vol. Nous, on est dans les règles de vol VFR. Donc, c'est ce qu'on appelle le vol à vue. Je vais vous citer directement les noms des trucs. Voilà, ok, je suis là. Donc, mes stylos, hop là. VFR, c'est tout ce qui est la vidéo de Aero Angel N20. Voilà. Dans les règles VFR, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, c'est qu'on ne vole pas grâce aux instruments. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les instruments, ça veut dire qu'on ne se fie pas qu'aux instruments. Les règles VFR, elles excluent de rentrer dans les nuages et de voler dans des conditions météo qui ne permettent pas d'y voir loin. Du brouillard, des choses comme ça. Ok? Voilà. Dans le vol VFR, on va avoir des règles de vol et typiquement, il y a une visibilité minimale à avoir qui est de plus que 1,5 km au-dessus d'une certaine hauteur, en gros. Et on est obligé, normalement, de respecter des distances par rapport aux nuages, et c'est ce qu'on va voir juste après. Ce qu'il faut voir, c'est que, ici, hop, il y a deux types de conditions météo. Les conditions VMC et les conditions IMC. Si je suis en condition VMC, je peux voler en VFR. Si je suis en condition IMC, je peux voler en IFR. Mais si je suis en VMC, j'ai aussi le droit de voler aux instruments. Ok?
Bien entendu, si on peut voler aux instruments quand on n'y voit rien, on peut aussi voler aux instruments quand on y voit quelque chose. Hein. Par contre, nous, en VFR, on n'a pas le droit de voler en IMC. Ça, c'est absolument interdit. Ok. Tout ça pour dire que il va y avoir des règles. Alors, les règles, elles sont un peu chiantes. Je vais vous expliquer un peu le concept. Vous imaginez qu'il y a le sol, il va y avoir une montagne comme ça. Hop. Il peut y avoir des obstacles par endroits. Ceci est un poteau, je sais pas quoi, hein, un poteau. Bref, il y a une surface qui est définie, comme ça. Hop, hop, là, hop, hop, voilà. Alors là, on a l'impression que c'est très proche du sol, c'est juste parce que mon antenne, on a l'impression qu'elle est légère, c'est juste pour avoir l'idée. Si mon avion est au-dessus, je vais avoir à respecter certaines distances. Alors, putain, ça va être encore la dèche de mes avions. Hein. Hop là, ceci est un avion. Putain, c'est un avion. Oh, il est encore pire que d'habitude. Bon, c'est pas grave, c'est l'idée qui compte. Je suis obligé ici de respecter certaines distances, latéralement et verticalement par rapport au nuage. D'accord? Par contre, quand je suis ici, bon, je vais le faire comme ça mon avion, c'est juste hors des nuages. Mais je suis obligé de respecter une certaine distance par rapport au sol. Et si je passe au-dessus de grandes villes, il va falloir que je respecte aussi des choses. Donc, si on prend l'exemple qu'il y a ici, là, quand on est en espace non contrôlé, en dessous de 3000 feet ou en dessous des 1000 feet AGL, alors ils se font chier ici pour... en gros, par rapport à la surface, il y a une surface à calculer, bref. Quand je suis en dessous d'une certaine hauteur ici, d'accord, en dessous de la surface verte, je dois voler hors des nuages, d'accord, et en vue de la surface. C'est-à-dire, si je vois plus le sol, c'est un problème. Quand je suis au-dessus de ça, là ici, c'est 1500 mètres, et verticalement, c'est 300 mètres. Ok? Ce qui fait 300 mètres, vous le savez en feet ou pas? On fait à peu près du x3, Ça fait quasiment du 1000 feet, environ 1000 feet. Donc verticalement 1000 feet et horizontalement 1500 mètres. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même une sacrée distance quoi. On s'amuse pas à venir frôler les nuages. Vous verrez, si vous regardez sur internet, des vidéos de planeurs ou de gens qui volent en avion, qui s'amusent à venir frôler les nuages. Et qui, par pas de chance, à ce moment, le nuage se referme par la droite sur eux, et ils se retrouvent dans le nuage. Là, l'espérance de vie, elle est très courte. Hein. Parce que nos sensations, c'est ce que je vous disais, on peut très bien être comme ça, en ayant l'impression d'être assis à l'horizontale. Et en fait, d'ailleurs, la moitié de ces vidéos-là, on voit que les mecs, ils ressortent du nuage absolument dans des conditions critiques. Et il y a tout qui se met à sonner dans leur avion. Ça, c'était pour ça. Et quand on est très au-dessus, quand on est en niveau de vol, les distances sont encore différentes. Ok. Donc là, je ne rentre pas trop dans les détails de tout ça. Si vous voulez, je vous donnerai un bon schéma pour ça. Est-ce qu'il y en a un mieux après? Ouais, il y en a un tout petit peu mieux après, mais sinon, je vous photocopierai un autre schéma qui est mieux que tout ça. Ce qu'il faut, ben, je l'ai peut-être ici d'ailleurs. Je peux peut-être vous le montrer. Hop. Ouais, je l'ai ici. Hop. Normalement, nous, quand on s'abonne, quand on devient pilote, on a un petit récapitulatif des règles. Voilà, tous les ans. Hein. Tous les ans, on nous renvoie un récapitulatif des règles avec les différentes classes, avec tout ça. Donc ça, si vous voulez, je vous en ferai une copie avec voilà, les vents, comment on lit les manches à air. Voilà, un peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui, et ça y est dans ce manuel. Et donc, dans ce manuel, vous avez voilà, le magnifique dessin qui est là, avec le nuage, les distances minimales à respecter, pareil ici. D'accord? Donc ce schéma-là, ce que je vais faire, je vais vous le photocopier directement. Je le ferai tout à l'heure, je vous le donnerai la semaine prochaine, comme ça vous l'aurez. Parce qu'il est plus clair que le tableau qui est là, et je n'ai pas pensé à le faire avant, donc je vous le ferai tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, on fait un petit rappel sur les niveaux de vol. Est-ce que vous vous souvenez des niveaux de vol, comment ils s'appellent, les 3 niveaux qu'on peut avoir? Comment ils s'appellent? Alors, il y en a un, c'est le niveau de vol, l'autre, c'est la hauteur, l'autre, c'est l'altitude. Est-ce que vous vous souvenez comment c'est donné tout ça? Ouais. L'altitude, c'est par rapport au niveau de mer. Voilà, donc là, hop. Bon, j'ai le dessin ici, mais j'aime bien faire des dessins. Bon, je vais le prendre ici, allez. Je vais pas le refaire pour une fois qu'il y est. Hop. Donc, effectivement, l'altitude, c'est par rapport au niveau de la mer. Le niveau de vol, c'est par rapport à quoi? Ouais. Par rapport
rapport à l'aérodrome. Non. C'est la hauteur par rapport à l'aérodrome. C'est par rapport... Alors là, ils ont mis STD, c'est par rapport au niveau standard. Le niveau standard, c'est le... Est-ce que vous en souvenez? 1013,25. Ça vous dit un truc? Ouais. Ça, c'est le calage standard. Et QNH, c'est par rapport au réglage de la mer. Ouais. Donc ça, il y a de temps en temps des petites questions. Combien je perds de pression, d'ailleurs? Quand je monte en altitude, combien je perds de pression? Vous vous souvenez de combien on perd? Pour chaque pour chaque 28 feet, on perd 100 hectopascales. Non. 100 Ah oui, pascales. si. Alors, c'est pas 100 hectopascales, c'est 1 hectopascal, ce qui fait 100 pascal. Oui, voilà. Moins 1 hectopascal par 28 feet. Et en température? Quelqu'un d'autre? Bon, vas-y. On perd 6,5 pour chaque 1000 mètres. mètre ou 3000. Et 1000 feet, c'est combien? Tous les 1000 feet, je perds? Là, Je l'ai entendu? 2 degrés. Ok? après. Voilà. C'était juste comme ça, on le rappelle encore une fois, mais c'est bien d'avoir les trois en tête. Ok? Donc 28 feet, 1 hectopascal tous les 28 feet, ça c'est pour la pression, et 6 degrés et demi tous les 1000 mètres ou 2 degrés tous les 1000 feet. Ok? Bon, ben ça on l'avait déjà vu 20 fois, mais ça c'est dans les vidéos, tout ça, N18, N19. Hop. C'est bon? Je peux descendre? Allez. Maintenant, pour éviter que les avions ils se rentrent dedans, il y a une sorte de règle qui a été mise en place. C'est ce qu'on appelle la règle semi-circulaire. Alors, cette règle semi-circulaire, elle n'est pas bien claire sur ce schéma, donc je vais vous l'expliquer. Mais c'est important de la connaître. On a régulièrement des questions. Vous imaginez bien que s'il y a un vol qui vient des États-Unis vers la France et s'il y a un vol qui va de la France vers les États-Unis, ce qui serait cool, c'est qu'ils ne se rentrent pas dedans et qu'ils n'aient pas à chaque fois à gérer est-ce que je risque de rentrer dans un autre avion. Pour faire ça, on a mis des règles. Déjà, les avions IFR et les avions VFR ne sont pas sur les mêmes niveaux. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est que ceux qui vont de l'Est vers l'Ouest et ceux qui vont de l'Ouest vers l'Est, c'est pareil, ils ne sont pas sur les mêmes niveaux. Donc il y a des couloirs qui font ça, il y a des couloirs qui font ça. Et ensuite, on a de nouveau un couloir qui fait ça et de nouveau un couloir qui fait ça. D'accord? Et je ne suis pas en train de danser la Macarena. Donc, la règle, c'est quoi? Déjà, le nombre qui est l'unité, pour l'IFR, je vais essayer de le faire comme ça, hop, je vais rallumer. Pour l'IFR, on a des nombres du type, donc on parle du niveau de vol, hein, FL, quelque chose, 0. Voilà pour l'IFR. Pour le VFR, on sera en niveau de vol FL, quelque chose, 5. Donc les vols de VFR finissent par un 5, le niveau de vol, et les vols de IFR finissent par un 0. Ok? Et ensuite, suivant ma direction. Donc là, je suis à 0 ou à 360 degrés. Hein. On va couper en deux comme ça. Et on va dire, quand je vais vers le Portugal c'est à droite ou c'est à gauche? Par rapport à la France. Hein. Le Portugal, donc là, Portugal. Ok? Portugal, c'est un P comme pair. D'accord? Donc quand je suis de ce côté-là, c'est les nombres pairs. Quel est le pays qu'on a à droite? On a l'Italie. L'Italie, c'est vers la droite. Par rapport à la France, encore une fois. Hein. On est chauvin, c'est important. C'est I comme impair. Donc c'est là, les impairs. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre qui est ici, là, il va être soit pair, soit impair en fonction de ma destination. Je fais un exemple? Exemple. Je suis en vol VFR de
Je vais prendre je sais pas, une ville en Bretagne. Rennes? Rennes, c'est en Bretagne? Rennes, ouais. Rennes? Ok. Ouais, il faut être bon en géographie. Vers Strasbourg. Strasbourg. Ok. Et je vais vous proposer plusieurs niveaux de vol. Est-ce que j'ai le droit au 55, 60, 65, alors 0,55, 0,60, 0,65. Quel est le bon niveau de vol que j'ai le droit de prendre? Alors, vas-y. Il faut prendre le 55 ou le 65. Déjà, je peux éliminer ces deux-là, parce que ça, c'est des IFR. Donc, j'ai pas le droit de les utiliser. Tout le monde le voit? Ensuite, Timo, Ou le 55. je vais de Rennes vers Strasbourg. Donc, je vais vers l'Est, d'accord? Vers l'Est. Vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Italie. Si on... Alors, le vers l'Italie, attention, parce que si je suis déjà en Italie et que je vais vers l'Est, ça marche quand même. Donc, vers l'Est, donc c'est du impair. Et donc, je regarde dans les nombres qui sont ici, lesquels j'ai le droit de prendre en impair. 0,5, 0,7. Ok? Donc, dans tout cela, j'ai le droit de prendre lequel, finalement? Le 0,55. Est-ce que c'est plus clair du coup la règle comme ça? Ouais, vous voyez l'idée? Donc ça, c'est le type de question qu'on peut vous poser. On vous dit, et on vous donne une ville assez à l'ouest, une ville assez à l'est, et on vous dit, je veux faire ça. Quel est le niveau de vol que j'ai le droit de prendre en VFR? Sachant que nous, on fait que du VFR, donc les questions posent quand même beaucoup plus sur le VFR que sur l'IFR. Ça va l'idée? C'est bon? Ouais. Je vais juste répéter, s'il vous plaît. De quoi? La solution? Je regarde le dernier chiffre. Le dernier chiffre, ça me dit si c'est IFR ou VFR. Ok? Quand c'est IFR, ça finit par un 0. Ok? Quand c'est VFR, ça finit par un 5. Donc moi, comme je suis un VFR, j'élimine déjà le 60 et le 70. Ensuite, je regarde. Quand je vais de Rennes vers Strasbourg, Rennes, c'est là. Strasbourg, c'est là. Donc je vais vers l'est. Je vais vers la droite. Quand je vais vers la droite, c'est les numéros impairs qui se trouvent juste avant, le XX. Hein, d'accord? Et donc je regarde, 0,5 c'est impair, 0,6 c'est pair, 0,6 c'est pair, 0,7 c'est impair. J'ai le droit qu'à ces deux-là. Et maintenant, dans toutes les propositions, j'ai le droit auquel, du coup, j'ai éliminé celui-là. J'ai pas le droit à celui-là. J'ai pas le droit à celui-là à cause du IFR, donc il me reste que celui-là. C'est le seul qui respecte les deux critères. Qui va vers la droite. Et qui va vers la droite et qui est pour les VFR. Voilà. C'est bon? Ok, impeccable. Oui? Mais ça signifie quoi de mettre 0,55 ou 0,35? Ça change rien. Alors, je pourrais aussi prendre le 0,35. Très bonne question. Quelle est la différence entre FL 0,35 et FL 0,55? Parce que j'ai le droit aux deux, du coup. C'était ça ta question? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire FL 0,35? C'est un angle. Non. Les niveaux de vol, c'est alors entre guillemets, c'est pas l'altitude, mais c'est le niveau de vol auquel je vole. Ici, ça veut dire que je suis à... Je prends mon chiffre qui est là, 0,35, je rajoute 2 zéros, et ça, c'est le nombre de feet au-dessus du niveau standard. Du niveau standard. Donc là, avec un niveau de vol 0,35, je serai à 3500 feet au-dessus du niveau standard. En vrai, souvent, c'est plus 100 et quelques. Hein. Là, j'ai fait des exemples simples juste pour l'exemple. Donc là, ici, je serai à 0,55, je rajoute 2 zéros, je serai à 5500 feet au-dessus du niveau standard. Comment on va choisir ça? On va choisir ça en fonction des distances, en fonction des obstacles, en fonction de plein de choses. Si j'ai un trajet très court, est-ce que c'est utile de monter très haut pour redescendre à fond après? Non, on va faire un truc comme ça, un long plat, et on redescendra qu'à la fin. Donc ça, après, c'est un choix qu'on fait quand on prépare le vol, en fonction de plein de choses. On en reparlera un jour quand on fera un peu de simulateur. Ok? Mais là, déjà, dans l'idée, ce qu'il faut que vous sachiez faire, c'est lire les deux. C'est bon, du coup, pour le niveau de vol? Ça a répondu à la question, Timéo, ou pas? Ouais? Ok, cool.
Voilà, donc tout ça, la règle semi-circulaire, c'est dans la vidéo N24, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Maintenant, on va pouvoir parler de la partie espace contrôlé. Alors là, c'est important, les espaces contrôlés. Alors ça veut dire quoi, contrôlé, et contrôlé par qui? Bonne question. Alors, contrôlé par qui du coup? Alors, c'est pas un écran de contrôle, ça peut être une tour de contrôle. Mais après, ça peut être contrôlé aussi, il y a des organismes de contrôle. Ok, on en parlera justement tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas les règles de l'air? Ben, il se passe ce qui s'est passé pendant les vacances. Un avion qui venait d'Allemagne, c'était 2 Espagnols qui venaient d'acheter un nouvel avion. Ils partent d'Allemagne, ils n'ont pas de radio, parce que l'avion, ils l'ont acheté d'occasion et qu'il n'y avait pas de radio, ou qu'elle était en panne, ou je ne sais pas. On a le droit en France, et dans les autres pays européens, de voler sans radio. Dans ce cas-là, au transpondeur, hop, transpondeur, c'est... Donc on a la radio qui est ici, et juste en dessous, on a le transpondeur. On met un code spécifique qui dit « Je suis en panne radio », c'est le 76000, d'accord? Et du coup, comme ça, les organismes de contrôle, ils ne vont pas essayer de vous contacter à la radio, ils voient qu'il y a un problème radio. Ça, on a le droit de voler sans radio, on a juste à faire attention par où on passe. Le problème, c'est que si on ne respecte pas les zones contrôlées et qu'on passe dans des endroits où le contact radio est obligatoire, typiquement, je vais vous montrer, mais sur la carte qui est ici, typiquement, vous avez la carte là, il y a un endroit qui est ici, l'aérodrome de, je ne sais pas si vous y voyez, ici l'aérodrome d'Aurillac. Ici, on a une zone spéciale, on a le droit d'y pénétrer, mais avant, il faut avoir contacté par radio, il faut avoir l'autorisation d'y rentrer. Alors, c'est pas une autorisation compliquée à avoir, on a juste à contacter en disant je veux aller me poser, voilà. C'est facile à avoir, mais c'est obligatoire. Eux, bah, ils ont coupé à travers pour aller plus vite en Espagne. Ouais. Bon, le problème c'est quand on respecte pas les règles de l'air, ben, on s'expose à avoir quelqu'un qui vient. C'est qui est venu? Gendarme de l'air. La gendarmerie. Vous avez vu la photo peut-être sur le Discord de l'écureuil, hélicoptère militaire avec dedans un pilote, un copilote, et à l'arrière, un tireur d'élite avec son chef d'escouade. Ils rigolent moyen, les militaires, d'accord? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus voir l'avion en vol, hein, d'accord? Et ils sont venus, ils ont fait une interception, donc ils l'ont amené jusqu'à Figeac-Livernon, ils lui ont demandé de se poser, et une fois au sol, ils se sont expliqués avec les pilotes en leur disant que ça ne se faisait pas de passer dans des espaces contrôlés, sans faire une séance radio. Là, les Espagnols, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de ne pas passer dans cette petite zone-là. Ils avaient juste à faire ça, hein. Tac, tac. Et ils ont fait une diagonale. Bon, ben voilà. Ok, donc... Une grosse amende. Hein? Il y a des grosses amendes. Alors, il peut y avoir des amendes, mais surtout, il peut y avoir des retraits de licence de pilote. Ah ouais, c'est direct, hein, ça rigole moyen. Là, je crois qu'ils ont juste eu un avertissement. Voilà. Parce que c'était pas un espace militaire. Si vous passez ici, c'est le CEA de Gramma. CEA de Gramma, vous vous en approchez, vous faites ne serait-ce que mordre ici la ligne, directement, votre club, il a eu 12 appels de l'armée, et les militaires, ils sont en train de partir des bases aux alentours et ils viennent vous chercher, quoi. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des règles de l'air, il y a des zones qui sont fixes comme ça, il y a des zones qui ne sont pas fixes. Ils ont des radars qui détectent... Oui. Ah oui, en permanence, il y a des radars. On va en parler justement tout à l'heure. Alors, ça, c'est des zones fixes, mais il existe des zones non fixes. Par exemple, il y a quelques années, il y avait le président, alors maintenant ex-président Hollande, qui était allé à Tulle, je crois. À côté de Tulle, il y a un petit aérodrome, et il y a un pilote qui avait l'habitude de faire, vous savez, des petits vols en local, se balader, tout ça. Sauf qu'il y avait eu des règles qui avaient été édictées que quand il y aurait le président, survol interdit de la zone. Parce que c'est le président et qu'il ne faut pas qu'il puisse y avoir des attaques par le ciel, voilà. Bon, ben le pilote, il n'a pas respecté, il s'est fait contacter par radio, il a perdu sa licence. Directeur. Ça rigole pas. Donc tout ça pour dire que la réglementation, quand on fait du pilotage, on fait attention. Et même quand on vole en local, on vérifie que les règles, entre-temps, il n'y ait pas eu des nouvelles... on a un site sur lequel, je vous l'avais montré, je crois peut-être la dernière fois un petit peu, on a un site sur lequel on nous donne des infos récurrentes et ce qui change. Par exemple, en ce moment, à Livernon, il y a du vol de nuit. C'est marqué, il y a une information pour tous les pilotes qu'ils doivent vérifier avant d'aller voler. Et on sait qu'il peut y avoir du vol de nuit au-dessus de Figeac-Livernon.
Voilà. Donc la réglementation, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des espaces qui sont contrôlés et il y a des espaces non contrôlés. Par exemple, quand je vole au-dessus de l'aérodrome de Figeac-Livernon ou que je vais me balader jusqu'à Rocamadour, je suis en espace non contrôlé. Je peux contacter à la radio les services d'information, mais je ne suis pas obligé. Parce que déjà, je suis en local et qu'il n'y a pas assez de trafic pour obliger à avoir du contrôle. D'accord ? Donc, les espaces, c'est quoi ? On va avoir en gros 3 grands espaces. Le niveau proche du sol, c'est souvent du classe G. On va voir les classes juste après. Là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de radio obligatoire et tout ça. Et après, dès qu'on va commencer à monter, on peut avoir ici des espaces aériens contrôlés. Donc en fait, là, c'est là où vont passer les gros porteurs, les vols comme ça. Et là, du coup, il y a des règles de l'air à respecter en plus et tout ça. Ok ? En France, et d'ailleurs partout ailleurs, c'est séparé en plusieurs classes qui vont de A jusqu'à G. Alors en France, le B et le F n'existent pas, mais de manière générale, elles peuvent exister. Et ces classes vont avoir des règles de fonctionnement un peu particulières. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que ça n'a rien à voir avec ça. C'est un peu bizarre leur truc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir plusieurs types de classes, et certaines, on ne va pas avoir le droit de rentrer dedans. Typiquement, classe A, pas le droit au VFR, du tout. Même en contactant radio. Alors il peut y avoir des exceptions en cas de panne. La panne, c'est toujours une exception à tout. J'ai pas le droit d'aller me poser dans le champ du voisin, mais si je suis en panne, je me pose là où je peux. Hein, le but, c'est de survivre. Voilà. Donc, pour tous les appareils qui volent, on a des règles spécifiques quand on est en panne. Mais sinon, classe A, absolument interdit. Tout ce qui est militaire et tout ça, vous pouvez être sûr qu'on n'a pas le droit d'aller au-dessus et de rentrer dedans. Hein. Classe C. Classe C, on a une séparation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, déjà on a un contact radio obligatoire, on a des visibilités qui sont beaucoup plus grandes que dans les classes autres, par rapport à ce qu'on verra tout à l'heure. Et par rapport aux nuages, c'est pareil, on est obligé de rester bien hors des nuages parce qu'il peut y avoir un peu plus de monde et il y a des règles de vol. Dans la classe C, on a une séparation avec les IFR, c'est-à-dire que l'organisme qui gère la classe C, lui, il va s'organiser pour séparer les vols. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous dire « Non, toi, attends, tu vas prendre un angle vers là pour l'instant, et je te redirai quand tu peux récupérer ta route. » En gros, à chaque fois qu'on va rentrer dans une classe comme ça, on les contacte avant, on dit « Je veux aller vers là, je suis en provenance de là, est-ce que vous m'autorisez à faire ce bout de chemin ?» Et là, ils vous disent oui, ils vous disent non, ils vous disent vous allez faire un détour comme ça et vous allez refaire ça ensuite. Voilà, c'est eux qui choisissent parce qu'eux, ils savent qu'il y a tel avion qui arrive à tel moment, tel avion, et ils organisent l'espace. Voilà. Classe D, on est plutôt dans de l'information trafic. C'est-à-dire qu'on contacte et ils vont nous dire attention, vous aurez un aéronef à tel endroit, mais c'est pas eux qui organisent. D'accord ? Voilà. Par contre, le contact radio est obligatoire, on est obligé de leur dire qu'on est là et qu'on arrive. Classe E, c'est pareil, sauf qu'on n'est pas obligé de contacter. C'est un peu plus pépère. On peut contacter si on veut, mais on n'est pas obligé. D'accord ? Et classe G, alors là, il n'y a personne. C'est non contrôlé total. D'accord ? Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est pour comprendre un petit peu mieux ça, on va juste parler des autres zones un peu particulières. Et ensuite, on va prendre la carte et on va analyser un peu tout ça, ce que ça veut dire pour que ce soit un peu plus parlant. La zone P. Les zones P, ça c'est à connaître absolument. Zone P, zone prohibited, c'est-à-dire interdite. Zone D, dangereuse, et zone R, restreinte. C'est-à-dire, bon, si on peut éviter d'y aller, on évite d'y aller. Hein. Voilà. Il y a des conditions spéciales. Et enfin, il existe ça. Donc là, je vais vous expliquer très rapidement. Je vais prendre un aérodrome. Ceci est mon aérodrome, vu de côté. Hein. Donc souvent, on a une tour de contrôle. Je ne sais pas à quoi ça ressemble une tour de contrôle. Ça ressemble à ça. Ouais, vite fait. Hein, c'est une tour de contrôle. Souvent, autour de l'aérodrome, donc j'ai la piste qui est par exemple ici, hein, ça c'est ma piste. Hop. Autour de l'aérodrome, on va avoir ici une zone qui est souvent un peu circulaire comme ça. Je fais une vue semi-3D. C'est dégueulasse, mais c'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la CTR. Ok. Au-dessus, on va avoir le champignon un peu plus gros. Hop, voilà. Touc. Hop là. Voilà. Et là, on va avoir ce qu'on appelle la TMA. Donc, vous voyez que la CTR part du sol
jusqu'à une certaine altitude, et la TMA part de l'altitude de la CTR jusqu'à une autre altitude. Et ensuite, on va avoir ici, ceci est un couloir aérien. Hop. Alors bien sûr, c'est pas une boîte en vrai, hein. C'est juste une image de limite. Et donc là, ARW, je crois que c'est. Non, ils l'écrivent comment? Je sais jamais. AWY, pardon. AWY. Voilà. Ça, c'est des choses à connaître, les trois sigles. Parce que quand j'ai des. Alors, les CTR et TMA n'existent que quand j'ai des tours de contrôle. Par exemple, la Figeac, Livernon, est-ce qu'on a une tour de contrôle? Non, donc on n'a pas de CTR et de TMA. On prend Rodez, on prend Brive, on prend d'autres villes comme ça, ils ont des tours de contrôle, donc eux, ils ont une CTR, une TMA. Oui? La TMA, il appelle aussi la CTR. Non. Non. C'est. Alors, soit, et en fait, il disait qu'il y a soit la CTR, soit la TMA, mais l'organisation, c'est ça. CTR, TMA, Airway. CTR, c'est la partie du sol. C'était A. Ah, CTR, ben, c'est l'autre nom de la TMA, mais c'est dans des cas particuliers. Vous retenez CTR, TMA, ça suffit. Mais d'ailleurs, vous n'aurez pas beaucoup de questions sur ça. D'accord? TMA, c'est donc ici. En fait, pourquoi il y a tout ça? Alors, si je schématise, en gros, vous voyez, ça va être les zones de montée vers les prochains. Hop là. Voilà. Pour les gros porteurs, ils ont des zones comme ça protégées pour les différentes trajectoires. Bon, bien sûr, c'est censé passer dedans. Hein. Hop là. C'est les trajectoires de montée et descente des gros porteurs, ça. D'accord? Et nous, en tant qu'avion, petit avion, globalement, ça, on a envie d'y rentrer le moins possible. On n'a pas besoin d'y rentrer. On n'est pas obligé de rentrer par là et faire ça. Nous, souvent, on va arriver comme ça. On demande l'autorisation à rentrer. Alors, des fois, on sera à ce niveau-là. On rentrera là et on ira se poser. Des fois, on sera en dessous. Jusqu'au moment où on est là et on ira se poser. En fait, ça dépend de l'aérodrome, ça dépend de ce qu'on a choisi, ça dépend de si on a fait un long trajet, un court trajet, des choses comme ça. Voilà. Nous, on n'est pas obligé de passer par toutes ces voies-là. Les gros avions, qui eux déposent des plans de vol et tout ça, sont obligés de passer à l'intérieur de ces trucs-là. Ok? Donc, voilà un petit peu l'idée. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne la carte maintenant, une fois que c'est bon pour vous. On prend la carte et on va essayer de regarder un petit peu ce qu'on voit sur tout ça. Donc pour ça, je vais éteindre et on va tracer sur cette carte un petit peu ce qu'on voit. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on avait typiquement ici le CEA. Qu'est-ce que vous voyez? Comment elle s'appelle cette zone? Ici là. Elle est en haut à gauche de votre carte. Ouais, juste au-dessus de Figeac. C'est là P50. P50, ça veut dire quoi? P Prohibited. Interdite. Donc là, je n'ai pas le droit de rentrer cette zone jusqu'à 3300 au-dessus du niveau du sol. En gros, de 0 mètre, de 0 feet à 3300 feet, j'ai pas le droit. Alors, théoriquement, au-dessus de 3300, j'aurai le droit. Je peux vous le dire, au cas où, on fait le tour. On s'amuse pas, même à 3300, théoriquement on pourrait, et on n'aura pas de problème, mais cette zone, elle n'est pas assez grande pour que ça vaille pas le coup de faire le tour. Voilà. Théoriquement, au-dessus, à 3500 feet, je pourrais. Hein. Mais bon, ouais. Moi, je tiens à mon brevet de pilote, donc voilà. Donc là, on a une zone P, d'accord? Ici, on retrouve quoi? Ce symbole-là. Tac. Touc, touc. Bon, il est très mal fait sur mon dessin, mais ça, c'est LFCF. C'est Figeac Livernon. LFCF, comment ça se dit en alphabet aéronautique? Ouais. Lima, Foxtrot, Charlie, Foxtrot. Exactement. Lima, Foxtrot, Charlie, Foxtrot. Ok. Voilà. Dedans, on a par exemple la fréquence radio. D'accord? On est, nous, en auto-information, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour de contrôle et tout ça, donc on discute entre nous directement sur cette fréquence. Alors, discuter, c'est un grand mot. Hein. On se donne l'information, je suis là, je vais là, je suis à telle altitude, pour pas se rentrer dedans. On n'est pas en train de boire le thé, quoi. Ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Tenez, ici. Qu'est-ce que je vois ici, là? Il y a marqué quoi?
TMA Clermont 12 avec... Alors, le trait qui est là, c'est de quel niveau jusqu'à quel niveau. Donc là, je peux dire que c'est une TMA qui va du niveau 0,85 jusqu'au niveau 115. Donc à partir de 8500 feet au-dessus du niveau standard. 8500 feet, ça commence déjà à être haut, d'accord? Et c'est une classe E. D'accord? Donc si on revenait dans le cours, on peut aller voir classe E, classe E, classe E, classe E, ici. Vous voyez, contact radio, on n'est pas obligé de contacter en classe E. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Je vais dézoomer un peu. Alors ici, vous voyez qu'on a encore une autre TMA. Je ne vais pas m'intéresser à ça, je vais venir vers Rodez. Regardez Rodez. Alors Rodez est en plein milieu. Je vois que j'ai une première zone ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle s'appelle comment cette zone? CTR, non? La CTR de Rodez. Elle va de quelle hauteur à quelle hauteur? Elle va de... Je vois pas très bien. Alors ici, il n'y a rien sous le trait. Ça veut dire qu'elle part du sol, de 0. De 0 jusqu'à 4000 feet. Et c'est une quelle classe? D. C'est une classe D. Donc, je reviens sur ma règle ici. Classe D, regardez. Pour pénétrer, j'ai besoin d'une clairance. J'ai obligé de contacter radio. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer dans la classe D sans avoir eu l'autorisation. Clairance, ça veut dire que je dois avoir une autorisation. D'accord? Ça va l'idée? Et donc la CTR qui est là, elle va de 0 jusqu'à 4000 feet. Si on prend la zone qui est juste autour, là, un peu plus grande, elle s'appelle comment? Je ne sais pas si vous y voyez mieux sur la photocopie. Ouais, on y voit largement mieux sur la photocopie. Ouais, c'est la TMA de... Alors là, elle s'appelle Clermont 8. Alors c'est bizarre, les TMA, elles s'appellent toutes bizarrement par chez nous. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que la TMA de Clermont 8, elle va de combien à combien? Est-ce qu'on y voit? On n'y voit pas trop, hein. 3000... Ah, j'ai fait un trait en plein milieu, alors. Désolé. Il y en a deux. Ouais, je parle de celle qui est ici, hein. Vraiment autour de Rodez. 4000 feet. Si je regarde ici... Bon. Hop, regardez. Si je prends Clermont 9, là. Je sais pas si on y voit mieux. Clermont 9, on voit 4000 feet jusqu'au niveau 115. D'accord? De 4000 feet jusqu'au niveau 415. Donc la TMA, elle est bien au-dessus de la CTR comme un champignon, quoi. Ça va l'idée à peu près? Allez, on commence à regarder aussi au-dessus. Donc là, on a Figeac. Imaginons, je pars vers le nord-est, vers Saint-Céré. Qu'est-ce que je vois ici, cette zone-là? La zone rouge. C'est une zone quoi? La zone qui est là, là? Restreint. Ouais, c'est la R368C1. C'est une zone restreinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois vérifier les conditions pour avoir le droit de rentrer dedans. C'est-à-dire que des fois j'aurai le droit, des fois j'aurai pas le droit. C'est une C1, donc... Alors C1, ça veut rien dire, c'est juste le nom de la zone. Là c'est C1, là c'est C2. En fait, ces zones-là, c'est des zones d'exercice militaire. Et les militaires se réservent le droit d'avoir l'usage de cette zone dans certaines horaires, certains jours. Ils font des publications et ils disent tel jour de telle heure à telle heure, la zone, vous avez le droit de passer qu'en ayant contacté à l'avance ou pas le droit de passer ou des choses comme ça. Si vous remarquez, par chez nous, on a quand même ici une zone militaire assez importante. Ici, il y a un couloir militaire aussi. On retrouve aussi un autre couloir militaire. Ok? On retrouve sur les cartes aéronautiques d'autres petites infos, comme ce petit symbole là. Je ne sais pas si vous y voyez. C'est un bonhomme qui tient un avion. Zone d'aéromodélisme. Voilà. On retrouve, est-ce qu'il y en a d'autres ici, par ici? Voilà. Ici, ce symbole-là. Zone de voltige. Zone de voltige. Donc vous voyez que sur une carte aéronautique, alors il y a beaucoup de choses. Hein, mais en fait, une fois qu'on commence à savoir lire, quand je regarde ça, ça a l'air d'être le bordel, mais on regarde les grandes zones bleues, on a les infos là-dedans. On regarde la grande zone bleue, on a les infos là-dedans. On regarde les zones où on va passer, etc., etc. Et quand on va vouloir tracer, je me dis, je veux partir de Figeac, je veux aller à Rodez, faire un aller-retour. Je prends ma règle, je trace ici. Et je vais regarder déjà à quelle altitude je prévois de voler. Et je vais regarder est-ce que, quand je vais ici, est-ce que je rentre dans l'altitude de la TMA. À quelle heure je verrai?
et en plus à quelle heure je veux y aller pour éviter les zones restreintes et tout ça. Nous, pendant notre demi-heure, Ouais. à votre avis, on aura le temps d'aller jusqu'à Rodez et revenir? Rodez, non, ça fait un peu loin. Rodez, en avion, faut 20 et quelques minutes. Voilà. En une demi-heure, je sais pas ce que tu as le temps de faire. Je t'avoue, moi je fais des vols plutôt d'une heure. Une demi-heure, je pense que tu as quasiment Rocamadour. L'aller-retour Rocamadour, ça fait presque une demi-heure, je crois. Voilà. Après, ça dépend, parce qu'en fait, vous, c'est un vol d'initiation au pilotage. Donc en fait, il vaut presque mieux être autour de l'aérodrome et s'entraîner et tester un peu le pilotage que d'aller se balader. Il existe aussi des vols de balade où là, c'est un tout petit peu plus long, c'est 3 quarts d'heure et ça permet de faire l'aller-retour, par exemple, Rocamadour. Ça, c'est bien quand vous prenez ça avec votre famille, c'est sur l'avion 4 places. Et donc, il y a le pilote plus 3 personnes et du coup, ça fait une belle balade, quoi. Voilà. Et ça, c'est payant aussi. Voilà un petit peu la carte. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais normalement ça doit vous faire un peu moins peur maintenant, la carte, même si ça a l'air d'être le bordel et chargé. Finalement, les infos, elles sont déjà, utiles, et deux, elles sont pas si compliquées, quoi. Ça va? Allez. Alors, on a parlé de ça, et du coup, le service de la circulation aérienne a plusieurs missions. Déjà, la première, d'éviter les abordages. Alors, c'est quoi les abordages? C'est quand deux avions se rentrent dedans en vol. Ok, c'est pas genre un mec qui saute sur un autre avion, hein. Ça pas des pirates. Hein. D'empêcher les collisions, et les collisions, c'est que au sol. Quand il y a une collision en l'air, ça s'appelle un abordage. Ok. Et de régler la circulation aérienne. Ils font en sorte que tout le monde aille au bon endroit et tout ça. Ils sont utiles aussi quand on est perdu. Imaginons, je suis en train de voler. J'ai fait 2-3 petits tours parce que je regardais les maisons en bas, parce que des choses comme ça. Et à un moment, je me dis, merde, où est-ce que je suis? Dans ces cas-là, on peut contacter certains services d'information. Typiquement ici, si vous regardez, c'est les carrés verts. Alors bon, sur votre feuille, c'est pas en vert, mais ici, le SIV, ça veut dire service d'information. Ok? Et donc, le service d'information, je les contacte sur leur fréquence. Je leur dis, oui, bonjour, je viens de Figeac, je suis à destination de Rodez. J'ai vu un joli château et je me suis perdu en route. Est-ce que vous pouvez me dire quelle direction je dois prendre pour aller jusqu'à Rodez? Et dans ces cas-là, ils vont vous dire, ok, réglez votre transpondeur. On met un code unique sur le transpondeur, ce qui permet qu'eux, ils sachent dans tout l'espace aérien quel avion, quel point sur le radar on est. Et une fois qu'ils savent quel point on est, ils vont nous dire, ok, vous prenez une direction 135. Et du coup, hop, on va vers le 135 et c'est parti. Voilà. Et ils peuvent nous donner une direction et aussi une distance approximative, ou nous dire vous êtes dans le secteur de tel village. Voilà. Donc c'est assez pratique quand même tous ces trucs-là en France. Ok? Donc ils sont là pour nous aider à voler, et en plus ils ont une deuxième fonction. La fonction quand je dis Mayday, 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 et que j'annonce qu'il y a un gros problème et qu'il va y avoir un accident. Je suis en panne moteur, je suis en panne... je sais pas, la température de mon moteur augmente, des choses comme ça. J'ai perdu le contrôle de tel truc. On leur prévient à eux. On dit ce qu'on va faire. Je vais essayer de me poser dans un champ par ici. Et eux, directement, ils appellent les pompiers et tout ça pour que les pompiers viennent pas loin et soient prêts à intervenir directement ou peu après que vous ayez atterri. Enfin, atterri. Atterri. C'est grave. Voilà. Ok. Voilà un petit peu l'idée. Donc... eux, ils ont déjà un radar. Sur le radar, c'est quoi le concept du radar? Est-ce que vous savez comment ça marche un radar? Ouais. Zachary, tiens, allez. Ça envoie des ondes. Ouais. Et les ondes elles rebondissent sur les objets. Exactement. En gros, vous imaginez une sorte de gros haut-parleur comme ça, C'est comme une sonde. qui envoie des ondes. Quand j'ai un objet en face, par exemple mon avion, l'onde, alors là j'ai fait des ondes comme ça, mais normalement on le représente comme ça, l'onde rebondit dans toutes les directions. Si je mets ici, attention, dessin d'une qualité extraordinaire, ceci est un micro. Alors c'est un peu plus intelligemment fait que ça, hein, mais c'est de l'ordre d'idée. Quand ça reçoit ici l'onde, on sait qu'il y avait un objet, et grâce au temps que ça a mis pour faire un aller et un retour, ça a mis 12,5 secondes. Je sais que la vitesse du son, c'est à peu près 340 mètres par seconde. Alors ici, c'est pas fait avec du son en vrai. Hein. Ce serait pas rapide et pas pratique. C'est fait avec des ondes électromagnétiques. Mais dans l'idée, je sais que la vitesse de l'onde, c'est ça. Je peux en déduire la distance.
On n'oublie pas de diviser par 2 parce qu'il y a un aller-retour. Voilà. Et en gros, ils peuvent donner la distance. Et ça donne pas vraiment la direction par contre. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'on voit souvent sur les films avec des bateaux. C'est par rapport au vecteur. Hein. Par rapport au Au vecteur. vecteur? Au vecteur. Ah, vecteur. Oui. Alors je sais pas si on parle de la même chose, mais je sais pas. Tu voulais proposer quelque chose d'autre, Quentin? Triangule peut-être. Alors ça pourrait être une solution. Souvent ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils émettent que dans une direction, ils attendent le retour et ils font tourner. En fait, ça va pas être un truc qui envoie en permanence dans toutes les directions. C'est pas comme un sonar par exemple. On va émettre dans une direction, regarder si ça revient, émettre dans une autre direction et regarder si ça revient, etc., etc. Donc en gros, ils font tourner. C'est pour ça que sur les écrans de radar, on voit un truc qui tourne comme ça. C'est le balayage spatial de l'onde. Voilà. Et donc, il y a un point qui blip et ils savent, ah tiens, j'ai un objet qui est à telle distance et tout ça. Voilà. Ok? Donc ça, c'est le premier truc. Je ne rentre pas sur tout le détail de tout ça. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Ok? L'avantage de ce système-là, du radar primaire, dans mon avion, je peux avoir plus rien qui fonctionne, le radar marchera quand même. C'est l'onde qui vient rebondir sur l'avion. D'accord? D'ailleurs, les avions furtifs, ils essayent d'éviter ces rebonds pour justement être furtifs. Voilà. Ça, du coup, ça émet des impulsions et ça revient et on mesure l'aller-retour. D'accord? Le radar secondaire, lui, c'est pas la même chose. Ça se pose que dans l'avion, on a le transpondeur. Donc le transpondeur, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le transpondeur, c'est un truc avec des boutons ici. Alors des fois, c'est plusieurs boutons, des fois, c'est un bouton qu'on tourne. Et on va avoir 4 chiffres. Il va nous dire, mettez le 1, 6, 2, 5. Et on va mettre le 1, 2, 6, 2, 5. Et sur son radar à lui, il va voir que ici, voilà, donc il va voir que là, ça, c'est le 1, 6, 2, 5. Et comme il donne des numéros d'identification uniques, c'est lui qui distribue, c'est l'opérateur qui distribue les numéros aux avions. Et nous, on règle ce qu'il nous dit. D'accord? Et bien là, grâce à ça, il peut identifier notre position à nous et faire la différence entre plusieurs avions. Alors que dans le radar primaire, ça avoine dans tous les sens. Il voit des points qui clignotent, mais il ne sait pas qui est qui. Grâce à ça, il sait qui est qui. Parce qu'au moment où on le contacte, on va lui préciser le type d'avion, le nombre de personnes à bord, d'où on vient, où on va. Et lui, en échange, il nous donne un numéro unique. Et si on est perdu, il nous dit de rappeler à tel moment, à tel moment. On lui donne des points de passage et de temps en temps, on fait des updates. Ouais. Mais est-ce qu'on... Enfin, c'est une question un peu bête. Mais est-ce qu'on peut avoir le GPS avec nous en avion? Oui. Oui, oui. Pourquoi on a besoin de radio alors si on a un GPS? Alors déjà, pour la sécurité. Parce que le GPS, il te donne ta position à toi, mais il ne te donne pas la position des autres. Oui. Donc la radio est obligatoire, surtout pour ça. Hein. Voilà. Là, c'est le radar de quelqu'un qui est au sol. C'est le service de contrôle et d'information. Oui, mais si je me perds, c'est Alors, facile à faire repérer avec le GPS. Oui, alors ça c'est une des possibilités, mais si tu n'as pas d'électricité et que ton GPS c'est un GPS intégré, si tu n'as pas d'électricité, tu peux toujours l'allumer, il ne s'allumera pas quoi. Donc le GPS c'est bien, la carte c'est mieux. La carte, à part si tu as ouvert la fenêtre, normalement elle reste sur tes genoux. Voilà. Là, ça c'est bien si tu as la radio. L'avantage, c'est que la carte, le problème de se repérer, il faut arriver à trouver un lac, une voie ferrée, et ensuite regarder sur ta carte à quel endroit tu trouves un lac, une voie ferrée, tout ça. Alors si tu as une idée de par où t'es, tu arrives à trouver un petit peu à peu près. Si tu n'as aucune idée de où t'es parce qu'il y avait beaucoup de vent et que tu t'es fait pousser, ou que tu as fait un 360 pour un exercice et qu'ensuite en fait tu as loupé ton 360 et au lieu de faire un 360, tu as fait un 270, tu te retrouves à dévier, le temps que tu vérifies tes paramètres, que tu fasses tes trucs, et là tu es là. T'es dans un zone A. Tu sais pas où t'es surtout. Et t'évites d'être dans des zones contrôlées interdites. Enfin, c'est ce qui fait peur en fait. Le fait qu'on peut pas aller dans des zones A ou B ou C. Alors après, c'est aussi pour ça qu'il y a ça. Si t'es perdu, tu fais... De toute façon, quand tu fais tes exos et quand tu prépares tes vols, tu fais attention à pas être trop proche quoi. Par exemple, nous quand on fait nos vols d'entraînement au virage un peu en 360 et tout, clairement si j'ai le choix, je vais pas faire mes exercices ici. Parce que je sais que si je me loupe, je peux aller manger là. Je fais mes exercices là-bas. Hein, sud-est. C'est bien sud-est.
Au moins, si je suis perdu, je vois Figeac et là, il n'y a pas de zone interdite. Donc je suis relativement tranquille. Et les zones particulières, c'est des zones E. Zone E, c'est même pas contact obligatoire, donc ça va quoi. Ok? Ça répond à la question? Après, effectivement, si tu habites Nice, Marseille et tout ça, là-bas, c'est que des zones contrôlées, contact obligatoire et tout. Il y a l'inconvénient que tu es obligé de tout le temps être à la radio, tu as l'avantage aussi que tu t'entraînes à faire de la radio. Chez nous, on vole souvent sans contacter personne. Si, on contacte les autres avions, mais on ne contacte pas les services d'information. Mais les Ouais. accidents les plus fréquents, c'est dans les zones contrôlées ou les zones non contrôlées Alors. dans les classes E ou G? Attends. Et voilà, ça recommence. Alors, je répète la question. Les accidents les plus fréquents sont-ils en zone contrôlée ou non contrôlée? C'est une bonne question. Je ne connais pas les statistiques. Ce que je peux te dire, c'est surtout les accidents se passent au décollage ou à l'atterrissage. Ça, c'est sûr. C'est les zones où tu es le plus proche du sol et où tu as le moins de temps pour réagir. Donc ça, c'est sûr. Après, zone contrôlée ou zone non contrôlée, il y a des accidents dans les deux. Théoriquement, idéalement, il y en aurait zéro dans aucun. Quand on dit que l'avion, c'est le truc le plus safe, on parle des avions de ligne, le transport de passagers. On ne parle pas des avions loisirs. Il y a des accidents en avion loisir. Parce que le problème, c'est que c'est un espace partagé, c'est comme la route. Hein. Et il suffit qu'il y en ait un qui fasse n'importe quoi. Et en fait, avec le stress, ça peut te mettre dans une position où tu perds tes moyens, quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, l'avantage du contrôle, c'est que... Alors, la responsabilité, on pourrait se dire, c'est le contrôleur aérien qui a toute la responsabilité s'il y a un problème. Non. Tu es maître et commandant de bord de ton avion. Tu as la responsabilité de ton aéronef. C'est-à-dire que si le contrôleur te dit une connerie, tu as le droit de lui dire non. Moi, pour atterrir, pour être vivant, j'ai besoin de faire ça. Voilà. Tu as le droit de... T'es commandant de bord. Après, tu joues pas pareil si c'est une zone militaire, pas une zone militaire, quoi. Mais quand il s'agit de survie, en fait, en tant que commandant de bord, tu as le droit de prendre des décisions. Alors, bien sûr, le but, c'est pas de couper la route à quelqu'un, mais dans des cas d'urgence, tu peux refuser certains ordres de certains contrôles sous certaines conditions. C'est toujours pareil, hein, il y a des conditions, mais en gros, tu es quand même commandant de bord et c'est toi le responsable de ta vie et de celle de tes passagers. Voilà. Oui. Quand on est en avion, sur un avion, il va effectuer le mouvement ou la vitesse de l'air qui est autour de lui. Ouais. Comme, parce que cet air-là, il peut effectuer les autres avions. Oui. On en a déjà parlé. Je reprends la question différemment. Quand j'ai un avion, plus j'ai un avion gros, plus il va créer des tourbillons. Et typiquement, quand on est dans des aérodromes un peu où il y a pas mal de passages et notamment où il y a du mélange IFR, VFR, enfin ou plutôt gros porteurs et petits avions, il faut au moins 2-3 minutes entre un gros avion et un petit avion. Parce que les tourbillons marginaux, ils peuvent faire que notre avion se prenne un tourbillon marginal d'un gros avion et comme ça, dès le décollage ou dès l'atterrissage. Hein. Et on est à 2 mètres du sol, donc autant dire que c'est pas le bon moment pour avoir ça. Quoi. Ça répond à la question? Oui, mais dans ces cas-là, vous avez dit 2 minutes. Mais, 2 à 3 minutes, ouais. 2 à 3 minutes. Mais en fait, les contrôleurs, eux, ils espacent les vols, ils font attention à ça. Hein. Et par rapport à la distance, combien de distance il faut? C'est pas une distance, c'est un temps. Il faut le temps que l'air se dissipe assez et perde de l'énergie. Voilà. Donc ça veut dire que si par exemple il y a un petit aéronef qui arrive dans une zone Ouais. et par exemple un avion de ligne est en train d'atterrir, il est obligé de stationner à la... Ouais, il met les warnings, il attend en l'air. Il fait Ah oh, non, pas de putain. stationner autour. Ouais, en fait, ce qui se passe, alors, je réponds à la question en faisant moins de blagues. S'il y a eu un gros aéronef qui est arrivé et que je veux me poser à Toulouse, par exemple, souvent, ce qu'on va me demander, c'est de faire un détour. Je vais faire une petite boucle quelque part, en attendant que le timing soit respecté, en attendant que... Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est pour ça qu'il y a des TMA et des CTR, c'est que eux, ils le gèrent vachement loin. Ils le gèrent pas à 30 secondes de l'aérodrome, ils le gèrent vachement loin, et ils commencent à espacer les aéronefs déjà de loin. Alors, bien sûr, il peut y avoir des problèmes, un avion qui n'arrive pas à se poser, un accident et tout ça. Mais du coup, le fait qu'ils le gèrent de très loin dès la TMA, c'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà la visibilité sur l'ordre des avions qui vont arriver, comment ils vont arriver, ils connaissent ta vitesse, ils connaissent tes trucs, donc ils peuvent prévoir, lui il est 1, lui il est 2, lui il est 3. Et puis si à un moment il y a un souci, ils vont te recontacter en te disant, attention, fais une déviation à 130.
Donc là, tu fais ta sécurité en vol, tu vois si tu peux, hop, tu pars à 130 et tout ça. Et ils vont te refaire aller ensuite soit sur une autre voie, soit plus tard sur la même voie. Voilà. C'est eux qui font le contrôle. C'est justement les gros aéronefs. Le problème, c'est que s'il y a beaucoup de monde et que tu es débutant, ça peut être stressant parce que tu n'es pas sûr de te poser du premier coup. Et ça peut engendrer des retards pour les autres, quoi. Et donc normalement les contrôleurs aériens sont censés assez espacer et toi tu leur précises que c'est une des premières fois que tu viens dans ce genre d'aérodrome et en général ils laissent un peu plus de marge de manœuvre avant et après. Ouais. Est-ce que c'est les avions de ligne qui ont la priorité, par exemple sur l'atterrissage ou le décollage? Alors il n'y a pas une priorité des avions de ligne. Le contrôleur aérien lui gère les choses en urgence, les choses moins urgentes. Par exemple, un avion de ligne, tu peux pas au dernier moment faire un virage comme ça. Donc, globalement, la règle, c'est le moins mobile et le plus prioritaire. Voilà. Par exemple, on l'avait vu quand on en avait parlé, que par exemple, un parapente qui n'a pas de moteur est prioritaire sur d'autres éléments à moteur. Voilà. Donc, c'est toujours le moins mobile qui a plus la priorité, entre guillemets, mais c'est une priorité de fait et pas une priorité réglementaire. Voilà. Parce que nous, avec un petit avion, si on nous dit repars, tu reviens, tu fais une boucle à telle distance, on peut le faire assez facilement. Un avion de ligne, s'il est un peu lancé et tout ça, c'est des procédures assez longues. Donc voilà. Et eux, ils ont des plans de vol en plus, ils arrivent aux instruments, donc tu as une partie qui est faite par l'ordinateur de bord. Nous, on est en VFR, donc on est au doigt, quoi. Donc c'est plus facile d'ajuster dans ces cas-là. Ok. Dans le... que je disais. Dans le transpondeur, donc ça c'est des codes transpondeurs, d'accord? Ces codes transpondeurs, il faut les connaître, ok? Donc ceux-là ils sont à connaître, les 3 codes transpondeurs. Alors il y en a un qui risque d'arriver moins souvent, détournement. Ça veut dire que vous avez embarqué un djihadiste avec vous. Bon, c'est votre choix, quoi, j'ai envie de dire. Normalement, le détournement, un avion à 2 ou à 4 places, c'est pas censé arriver souvent, ok? Bon, le code existe. Nous, le plus probable, c'est quand même le 7600, panne radio, ou le 7700, ça c'est détresse. Quand on n'a rien, c'est-à-dire je suis en train de voler, je pars de l'aérodrome, par défaut, je vais mettre 7000. 7000, ça veut dire j'ai contacté personne et je suis un vol VFR. Voilà. Ça veut juste dire, pour l'instant, j'ai pas contacté un centre pour qu'il me donne un code unique, comme ça. Ce qu'on appelle le squawk. Vous l'avez peut-être entendu dans des films en anglais ou dans les jeux, squawk. Ben voilà, c'est ça. Et le 7000, c'est juste le vol IFR classique où on n'a pas encore mis de nombre unique. Donc eux, sur leur radar, s'ils voient 7000, ils savent que c'est un vol VFR qui n'a pas contacté, donc il fait peut-être juste une balade en local. Voilà. Et si on est en 7600, ils savent que ça sert à rien de contacter à la radio. Hein. Et 7700, ben, c'est la détresse. Et là, ils savent qu'il faut qu'ils gèrent le problème au cas où. Oui, tu avais une question? Non, je sais pas. Si, désolé. Si, par exemple, le transpondeur venait à avoir une panne alors qu'on a déjà une panne radio. Alors, dans ces cas-là, t'es un peu triste. Mais bon, ça arrive. Alors, idéalement, pas les deux en même temps, c'est bien. Nous, dans l'avion, par exemple, dans le Cessna, on a eu un problème de transpondeur qui voyait l'avion 2 nautiques miles en arrière. Donc en fait, les premières fois, quand tu leur demandais où est-ce que je suis et qu'ils te disent un endroit et que tu es là sur ta carte, c'est loin, hein? Et là tu leur dis, pourtant j'arrive, je vois Brive en dessous de moi. Et là ils disent, ben non, t'as 2 nautiques miles en arrière. Là tu sais qu'il y a un problème, donc on a dû le renvoyer au constructeur et tout ça. 2 pannes en même temps, déjà c'est peu probable. C'est pas des appareils qui tombent beaucoup en panne. Ça peut, hein, mais c'est pas beaucoup. Ça veut dire que tu prends pas très soin de ton matos. Après, par exemple, une panne électrique, ça fait les deux en même temps. Voilà. Dans ce cas-là, tu fais au mieux. Hein. De toute façon, t'as pas le choix. Dans ces cas-là, tu peux contacter personne, donc tu fais au mieux. Tu fais au moins pire. Des fois, si t'as pas le mieux. Voilà. Voilà. J'ai pas d'informations à te donner plus que ça. Allez, on essaye d'avancer un petit peu. Donc, on va parler des aérodromes. Il existe des aérodromes contrôlés et non contrôlés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans un cas comme à Figeac-Yvernon, on parle entre avions. Il n'y a pas une tour de contrôle qui nous donne la parole et tout ça.
Et sinon, ben, comme à Rodez, comme à Brive et tout ça, il y a une tour de contrôle, on parle au contrôleur aérien. D'accord? Voilà. Il existe des aérodromes, comme par exemple à Cahors, où c'est pas une tour de contrôle avec un agent payé, c'est ce qu'on appelle un agent AFIS. Alors les agents AFIS, c'est en gros des agents de la mairie qui ont une formation pour pouvoir discuter. Ils ont le droit de donner des informations, ils n'ont pas le droit de donner des ordres. La différence est subtile. Un contrôleur aérien, quand il vous dit ça, c'est un ordre, vous devez le suivre. Un agent AFIS, vous lui demandez l'autorisation en sachant très bien que c'est pas à lui de la donner, mais par courtoisie, on lui demande l'autorisation et lui, il aide à fluidifier la circulation. Et typiquement à Cahors, c'est un agent AFIS. Voilà. Donc ils sont là pour aider à faire la circulation de l'aérodrome, mais c'est pas des gendarmes, quoi. Ok? C'est pas des gens qui... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent donner, ces tours de contrôle et ces agents AFIS? Ils donnent souvent la piste en service. Pourquoi il y a besoin de donner la piste en service? À cause de quoi il peut y avoir une différente piste en service? Ouais, typiquement le vent. Je prends un Figeac-Livernon, j'ai la 11 d'un côté, la 29 de l'autre. Bah, la piste en service, ça dépend de si le vent il va plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Voilà. La tour de contrôle, vous la contactez, ils vous disent piste en service 11 ou piste en service 29. Ok? La direction, la vitesse du vent à la surface et les variations significatives, à quoi ça sert de savoir la vitesse du vent à la surface? Pour le décollage et pour l'atterrissage. Ouais. Imaginons que j'ai un vent qui est comme ça. D'accord? Un vent comme ça, bah, ce qui fait que quand je vais atterrir ici, là, déjà, voilà. En fait, mon avion, il va avoir tendance à vouloir tourner sa tête vers là, et il va avoir tendance à se décaler vers là-bas. Donc il va falloir, en termes de pilotage, et en plus, suivant si c'est un vent faible, ou un vent, par exemple, fort, ok, bah, ça va pas avoir les mêmes effets sur le pilotage, et il faut se préparer un peu mentalement. Alors techniquement, on peut très bien le voir à la manche à air, tout ça, mais quand il y a la tour de contrôle qui nous le dit, c'est encore plus simple, hein, parce qu'on a une info qui est vraiment propre. Et dans ces cas-là, on sait qu'on va être poussé vers là-bas, donc on peut y faire attention, on peut compenser un petit peu, on peut être correctement en crabe et décraber au dernier moment, des choses comme ça. Ça, on le verra quand on fera un peu de simul, si vous voulez. Il nous donne aussi la visibilité au sol, et le QNH et le QFE, l'heure, le niveau de transition. Alors, niveau de transition, vous vous souvenez que les niveaux FL, c'est que quand on est relativement haut dans le ciel, sinon en fait on parle souvent en niveau QNH, d'accord? Le plafond, ça veut dire quoi? Ouais. Alors oui, c'est pas le plafond de la pièce, c'est c'est la visibilité par rapport au nuage. Au-dessus de telle hauteur, j'ai plus de visibilité, quoi. Et la température de l'air, d'accord? Voilà. Donc, les installations, on a ici, bah, typiquement Figeac-Livernon, hein, à peu de choses près. On a une piste. Comment ça s'appelle les routes qu'il y a autour des pistes? Ça s'appelle les taxis. Ouais, taxi ou taxiway. Taxiway. Hop, j'y vois rien là. Taxiway. Et là, c'est la piste. Ok? Là, on voit que c'est la piste numéro 5. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil de piste. Touk touk touk, les 4 traits là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, ça c'est quoi? Des hangars. Ok? Ici. Ouais, on a les parkings. Il peut y avoir plusieurs parkings à plusieurs endroits. Et on peut nous demander d'aller vers un parking en particulier. Notamment quand il y a des tours de contrôle, par exemple à Brive. Ils nous disent, ok, donc vous vous posez en 5 et vous prendrez le taxiway C à destination du parking P2. Voilà. Ils vous disent par avance où est-ce que vous allez. Ça suppose, avant d'arriver à Brive, d'avoir regardé à quel endroit est le taxiway et tout ça, pour pas partir à droite si c'était à gauche, et pas prendre le 4e si c'était le 2e, etc. etc. Voilà. Donc il faut avoir la carte sur soi, et on étudie la carte avant d'atterrir pour être sûr de se poser là où on nous demande. Et ensuite d'aller se ranger à l'endroit où on nous demande. Ok? Voilà un petit peu ça. Il y a normalement ici, alors je l'écris parce que j'avais plus la place, ça existe de moins en moins. Donc je vous le dis, vous êtes censé le savoir, ils obligent à l'apprendre. C'est ce qu'on appelle l'air à signaux. Ok? Et ça sert typiquement quand on n'a plus de radio et tout ça. Et du ciel, c'est un élément, c'est très grand, c'est là où on va avoir des signaux qui nous disent
qu'est-ce qui se passe? Et on va pouvoir maintenant regarder ce que ça veut dire. Voilà. Ok? Donc, bon, ben, tout ça, je vous en ai déjà parlé. Hein. Ok. Dans l'air à signaux, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des atterrissages interdits. Alors, pourquoi il peut y avoir un atterrissage interdit? Un avion en feu. Alors, théoriquement, l'avion en feu, tu es censé le voir un petit peu quand même, vu du ciel. Hein. Une urgence. Alors, il peut y avoir des urgences. Il peut y avoir un objet sur la voie, par exemple, un bouchon de réservoir d'essence qui est tombé sur le taxi. Et il faut le temps que les services techniques aillent le chercher et tout ça. Il peut y avoir une chèvre, oui aussi, ok. Il peut y avoir aussi un truc plus pernicieux. Là, vous pensez qu'il y a des pistes qui sont en dur. Villefranche de Rouergue, c'est de l'herbe. Il peut y avoir que la piste, elle est trop boueuse pour atterrir. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est glissant chez nous. Hein? Sur l'herbe, c'est glissant. Alors, c'est glissant, mais c'est surtout que la boue, tu peux... si tu t'enfonces dans la boue, ça se plante et ton avion, il fait... Ok. Là, il y a d'autres signaux, la direction d'atterrissage, les virages, bon, il peut y avoir pas mal de trucs. C'est plus très utilisé et voilà. Ça, c'est que sur les aérodromes non contrôlés, hein, d'accord? Ensuite, il y a la manche à air. Bon, on en avait déjà parlé. Hein. Le manche à air donne la direction et la force du vent. Ok? Et maintenant, dernière petite chose, les règles de priorité du vol. Alors, les règles de priorité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Priorité en fonction des machines. Les ballons, qui sont moins manœuvrables que les planeurs, ont la priorité. En gros, un ballon, il ne choisit pas sa direction, donc il va là où le porte le vent. Il choisit juste s'il monte ou s'il descend. Les planeurs, eux, peuvent tourner. Par contre, ils peuvent monter et descendre, mais ils n'ont pas de moteur, donc quand ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus d'énergie. Dirigeable, bah, c'est un peu plus dirigeable, etc. etc. D'accord? Ça va l'idée? Et ensuite, il y a des règles un peu spécifiques en fonction de si on a des objets derrière l'avion. Par exemple, si je suis un avion qui tire une banderole, comme je suis moins manœuvrable, j'ai la priorité sur des avions qui n'ont pas la banderole, quoi. Il peut y avoir aussi un avion qui remorque un aéronef. Ça pourrait être quel cas, ça? Un avion perdu. Un avion perdu? Un avion, En cas d'urgence. un planeur tiré par le sol. Ben voilà, typiquement, l'avion qui tire le planeur pour le mettre en l'air, c'est un avion qui tracte. Et là, il faut que les deux avions soient bien alignés et tout ça, donc par défaut, c'est eux qui ont la priorité. Hein. Ok? Voilà, et ensuite, les avions qui effectuent un ravitaillement en vol, autant dire que le jour où vous faites un ravitaillement en vol, c'est pas demain la veille, hein, c'est les avions militaires qui font ça, c'est pas... voilà, et c'est un exercice hyper dur, donc félicitations, ils ont la priorité. Croyez-moi que de toute façon, globalement, un avion militaire a la priorité. Hein. Voilà. Et les formations de plus de 2 aéronefs, encore une fois, hein, on n'a pas le droit en tant que pilote de petits avions de s'amuser avec des copains à aligner nos avions comme ça. Hein. C'est absolument interdit de faire ça. On n'a pas le droit de voler en organisation comme ça. Donc on ne fait pas de formation. On peut le faire dans Microsoft Flight Simulator, on ne peut pas le faire dans la vraie vie. Se suivre, déjà, côte à côte, c'est déjà normalement pas trop autorisé. Il y a des distances minimales à respecter et théoriquement, alors on a le droit de voler à côté de notre avion, mais on n'est pas censé s'organiser pour voler côte à côte trop près. Alors trop près, c'est pas si près en fait. Hein. Pourquoi l'armée de l'air? Avec l'armée de l'air, oui. Voilà, l'armée de l'air a le droit, d'accord? Dans les zones de voltige, c'est autorisé? Alors je sais pas. Après c'est des choses particulières là que tu me parles. Nous on parle du PPL classique dans des vols normaux. En voltige, je suppose qu'ils ont des modules pour voler en formation. Mais nous, en tout cas, après, il y a, tu sais, en aviation, il y a des qualifications pour tout. Vol de nuit, c'est une qualification. Train rentrant, c'est une qualification. Pas variable, c'est une qualification. Multimoteur, c'est des qualifications. En fait, chaque type d'avion différent, c'est une qualification. Alors, il y en a que tu passes une fois et que tu as à vie, comme par exemple le vol de nuit. Et il y en a que tu dois repasser régulièrement avec des instructeurs pour être sûr que tu as encore le niveau de voler dans telle ou telle condition. Voilà. Ok? Alors, ce qui est important, la règle peut-être la plus importante qui n'est pas présentée sous forme de texte ici, quand je veux dépasser un avion. Imaginons, je suis
Je suis le PA28, l'avion 4 places. Je vole beaucoup plus vite que le Cessna, hein, 150. J'arrive derrière, comment je dépasse l'avion? Distance déjà sur les côtés. Alors déjà distance et tout ça, mais imaginons, je suis sur le même niveau de vol, on va au même endroit. Oh, mec, On met le clignot, ouais. Au-dessus de lui, Au pire, on met le bras à la fenêtre comme à Marseille. on le double. Pas au-dessus, surtout au-dessus. pas au-dessus. Ah, Non, on le vole par la droite. ou par en dessous. Comme les Donc, Anglais. quand on veut doubler, on va voler, on va doubler par la droite. Comme ça. Et on peut Ok. doubler par la gauche. Hein? On peut doubler par la gauche. Non, c'est interdit. Ensuite, si j'ai deux aéronefs qui arrivent face à face, attention, dessin d'une qualité extraordinaire. Je suis en train de voler tranquille, et là je vois quelqu'un. Alors, heureusement, je ne le vois pas assez près pour pouvoir voir son visage normalement. Hein, il est loin. Mais, c'est quoi la règle? Eh bien, c'est pareil. Par la droite, comme ça. Hop. Ok. Ouais, alors on évite. Non, le but c'est pas justement de se frôler et de se faire un check en vol. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est les deux règles les plus importantes, ok? C'est bon pour tout le monde? Allez, on a bientôt fini. Il nous reste la partie qui est intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes, mais celle-là elle est stylée. C'est le tour de piste. Donc, j'ai une piste comme ça. Déjà, il faut savoir que le tour de piste, ça dépend des pistes. Au revoir. Des fois, ça peut être, c'est défini par la carte de l'aérodrome. Il peut y avoir des tours de piste, ce qu'on appelle main droite, mais il peut y avoir des tours de piste main gauche. Voilà. Ok. Les deux existent. Les 90% du temps, c'est des mains gauches. D'accord? Et donc, en fait, si les deux sont main gauche, le tour de piste de la 29, qui finit ici, il fait ça, hein. Tour de piste de la 29, on a décollé, on vient là, on vient là, on vient là, et on vient là. Le tour de piste de la 11, on a décollé en 11, on vient là, on vient là, on vient là, et on vient là. Ok? Donc ça, c'est quand j'ai deux mains gauches. Mais il y a des aérodromes où j'ai un main gauche ici, un main droite ici. Pourquoi il pourrait y avoir un coup à main gauche, un coup à main droite? Si vous avez une petite idée. Ouais. C'est quelque chose, c'est un obstacle. Par exemple, voilà, typiquement Sarlat. Sarlat, il y a un endroit où il y a un champ d'antenne, il y a un village, il y a des trucs comme ça. Donc des fois, pour éviter, si j'avais une ville ici, pour éviter la ville, ils disent que non, la 11, ce sera un circuit main droite. Donc ça veut dire que la 11, on décollerait en 11, on ferait ça, on ferait ça, on ferait ça. Alors est-ce que c'est pas dangereux d'avoir les deux au même endroit? Oui, non, pourquoi? Oui. Alors je veux le oui, une raison, le non, une raison. Oui, pourquoi c'est dangereux? Ça c'est facile. Parce que les avions seraient plus proches. Il y a plus un gros risque de collision. Il y a un peu plus de risque de collision parce qu'on a une altitude donnée, ça pourrait avoir des collisions. Pourquoi finalement c'est pas censé être si pire normalement? Parce qu'il n'y a qu'un seul avion qui peut être en train de tourner en même temps. Non. Et puis parce que Ah non, non. Si le vent il est dans un sens, Voilà. il est dans l'autre sens. Théoriquement, le vent il a une direction prioritaire. Par exemple là ou là ou. Donc théoriquement, si tout le monde fait pas n'importe quoi, c'est une grosse hypothèse, hein, mais si tout le monde fait pas n'importe quoi en voyant la manchère comme ça, la décision pour tout le monde elle devrait être d'atterrir comme ça, en 11. Mais quand moi je suis passé en haut, en gros pour faire un tour de piste il faut un peu plus de 5 minutes. Si j'avais un vent un peu faible, ou si le vent a tourné entre temps, je peux moi avoir pris la décision d'atterrir en 11 et un autre pilote d'atterrir en 29. D'accord? C'est pour ça que la radio est hyper importante. Voilà. Parce que moi quand je vais annoncer, imaginez l'autre pilote il arrive d'une autre direction, pas en même temps, on est décalé de 2-3 minutes. Le truc arrive tout le temps. Hein. Moi j'annonce vertical terrain, je dis que je vais aller faire un circuit main droite pour atterrir en 11. Le pilote qui est derrière, il va aller voir et normalement, il a entendu que moi je disais circuit main droite, il est censé aller vérifier tout seul. Si lui il décide de partir main gauche, il va quand même l'annoncer à la radio. Au moment où il va dire je vais aller atterrir en 29 circuit main gauche, là moi qui suis déjà dans mon circuit, je dois me dire attends, t'as bien entendu que moi je suis à peu près à tel endroit, circuit main droite pour la 11.
Et là, normalement, à un moment, il y en a un ou deux qui devraient potentiellement changer de décision. Alors, ce que me disait tout à l'heure, pardon, je ne sais plus qui m'a dit ça, donc je vais quand même expliquer. Il peut y avoir plusieurs aéronefs dans le même circuit. Il peut y en avoir un ici, pendant qu'un est ici, pendant qu'un est ici, pendant qu'un est ici. Voilà. Alors, il peut y en avoir 4, 5, 6, ça dépend. Alors, il ne peut pas y en avoir 120, ça c'est sûr. Mais il peut y en avoir plusieurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, la seule règle, c'est qu'on n'a pas le droit de venir atterrir tant que l'autre aéronef ne s'est pas poussé de la piste. Il paraît relativement logique. Ok? Donc, techniquement, si moi je suis ici, là, le temps pour faire ça, c'est à peu près 30 secondes à 45 secondes. C'est pas aussi proche que ce qu'on a l'impression sur le dessin. Hein. Donc 30 secondes à 45 secondes, ça laisse quand même le temps à l'avion de partir. Même s'il a atterri alors que j'étais encore là, là ça veut dire que j'ai presque 1 minute et quelques. Ça laisse du temps, quoi. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'appellent les différentes étapes. D'accord? Elles ont toutes des noms et il faut les connaître. Le premier moment, donc imaginons je monte ici, là. Je suis en train de décoller. Ça, c'est la montée initiale. Initiale. Ok? Je crois que ça y est sur ce dessin. Alors soit la finale, mais là c'est la montée initiale, d'accord? Ensuite ici, on va en parler après, mais c'est pas le plus important. Je sais pas s'ils l'ont mis sur le dessin. Ouais, ils l'ont mis. Voilà. Bon. Ici, cette partie-là, donc quand je suis dans ce sens-là, hein, c'est ce qu'on appelle le vent traversier. Cette étape-là, on en parle rarement. On s'en bat les couilles, globalement. Personne ne l'annonce jamais parce qu'en fait, souvent, on commence au début de cette étape-là. Souvent, on vient d'ailleurs et on fait ça. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle... C'est pas écrit? Allez-y, hein, dites-le-moi. Vent arrière. Donc, vous voyez qu'on est... Pourquoi vent arrière, d'ailleurs? Pourquoi vent arrière? Zachary, tiens. Ouais, mais pourquoi? Ben voilà, le vent, si on atterrit comme ça veut dire que le vent, il est comme ça. Donc si le vent, il est comme ça, il vient de derrière nous. C'est pas plus bête que ça, ok? Et si le vent, il est comme ça, là, je suis bien en vent traversier. Ensuite, cette étape-là a un nom. Alors, bon, mon dessin est mal fait. Hein. Ça, c'est l'étape de base. Ok? L'étape de base, là, c'est ce qu'on appelle la descente, mais ça s'appelle la finale. Et ici, souvent, on donne aussi le nom de cet endroit-là. Là. Hop, ça, c'est ce qu'on appelle le dernier virage. Hop. Alors, pourquoi c'est important de connaître surtout 1, 2, 3, 4 là? Parce qu'à la radio, c'est cela qu'on va annoncer systématiquement. On va dire, je me reporte en début de vent arrière à 2500 pieds QNH. Comme ça, les autres, ils savent que... Alors, je dis ça, 2500 pieds QNH pour un complet piste 11, à Figeac. En disant ça, ils savent, bon déjà que je suis à Figeac, que je vais atterrir dans ce sens-là, et que je suis en début de truc-là, et ils savent mon altitude. Donc s'il y a d'autres aéronefs autour, ce qui arrive tout le temps, par exemple les ULM, eux, ils ont des circuits beaucoup plus courts. Et en plus, à Figeac, ils ont la piste en herbe. Donc des fois, eux, ils peuvent être en train de tourner ici et d'avoir fait 2 tours que nous, on n'a pas encore fait un tour. Hein. Et on peut avoir commencé 1 minute avant eux, et eux, ils annoncent, hop, allez, je vais te doubler. Mais en fait, ils auront eu le temps d'atterrir 20 fois que nous, on ne sera toujours pas arrivés. Hein. Donc c'est pas grave, mais le fait d'annoncer, on sait qui et où, à quel moment, et ça peut permettre d'éviter des accidents. Et le but en aviation, c'est de toujours éviter les accidents. Donc début de vent arrière, on vient régler son avion. On va faire un petit message quand on est là. On va continuer à avancer un petit peu. En fait, l'étape de base ici, ce qu'il faut voir, c'est que normalement, par rapport au seuil de piste, là, ici, on a à peu près 1 minute. Mon dessin n'est pas du tout à l'échelle. Hein. Ok? J'aurais dû faire la piste toute petite. Mais en gros, à partir du moment où je suis passé au seuil, là, j'ai à peu près 1 minute. Je vais dire, je me reporte en étape de base. Ici, on était à une certaine altitude. En étape de base, on va commencer à descendre pour aller vers... Ensuite, ici, le dernier virage quasiment à l'altitude, pas celle du sol, hein, mais à une bonne altitude pour aller se poser sur un bon angle. Voilà. Dernier virage, on l'annonce. Finale, on l'annonce. Comme ça, tout le monde sait qu'on va aller se poser, quoi. Voilà. Ça va l'idée à peu près? Et donc là, on a normalement ici un petit peu l'idée. Donc la finale, ici, elle se fait normalement à une certaine pente.
Et on peut décider ici de ne pas se poser. Par exemple, je vois qu'il y a un problème sur la piste, je vois que je suis mal réglé. Des fois, ça peut être juste que il y avait un peu de vent, j'ai pas réussi à stabiliser mon avion, il fait encore un peu ça, il fait un peu ça. On peut prendre la décision de je tire, donc je me mets mon avion comme ça, et je remets les gaz pour repartir et refaire un tour. Il vaut mieux refaire un tour pour se reposer dans des bonnes conditions. Est-ce que ça va à peu près l'idée? C'est clair tout ça? Ouais. Il n'y a pas un circuit spécial pour les entraînements militaires? Alors, il y a des circuits spéciaux après pour tout. Ça, c'est ce qu'on appelle le circuit standard. Quand tu veux aller dans un aérodrome, tu t'imprimes. Je peux vous montrer. Hop. Voilà. Ici, moi, ça c'est mon carnet, c'est ce que j'utilise ma tablette pour le vol. J'ai la carte que je vous ai photocopiée. J'ai la prévision du trajet que je veux faire. Mais surtout, bon, j'ai aussi le dossier météo que on a fait la semaine dernière ou il y a deux semaines avant. Voilà. J'ai une règle spéciale aéronautique. Et surtout, j'ai ce classeur-là. Donc ce classeur-là, c'est quoi? C'est des cartes aéronautiques des différentes pistes. Je veux aller me poser demain, hop, à Égletons. Voilà, j'ai envie d'aller me poser à Égletons. Égletons, je vais regarder, je vois le circuit. Ah tiens, je vois ici un circuit main droite, ici un circuit main gauche. Je vois les deux numéros de piste, 25 et 07. Je vois qu'il peut y avoir de l'aéromodélisme à côté. Je vois qu'il y a une zone restreinte ici. Donc je vais regarder les règles pour voir est-ce qu'il ne peut pas y avoir des problèmes. Je vois qu'il peut y avoir des deltaplanes qui n'ont pas le même circuit que nous. Eux, ils viennent d'en face. Je vois qu'il peut y avoir de la voltige aussi. Voilà. Donc ça, on l'a toujours sur nous. On voit les types des pistes aussi. Là, il y a une piste, la 725, qui est là. C'est une piste revêtue. Là, l'autre qui est à côté, c'est une piste en herbe, non revêtue. Eux, en fait, ils viennent se poser sur la piste en herbe. Et nous, on va se poser sur la piste en dur. Ça, c'était Égletons. Ça vous donne une idée. Hein. Il y a des cartes. Voilà, ici, on voit. Ça, c'est Figeac-Livernon. On voit bien les deux main gauche. Ok? Mais vous les imprimez avant de partir? Ah bah oui. Il faut qu'on les ait toujours sur nous. Et il faut, imagine, je décide de faire Figeac-Rodez. Pour une raison X ou Y, Rodez est fermé. Il faut que j'ai les cartes des autres endroits où je peux me poser. Donc, alors, moi je suis encore en apprentissage. En apprentissage, on essaye de ne pas utiliser d'outils. Alors, mon instructeur me dit toujours, si tu sais faire avec une carte et avec des papiers, tu sauras faire avec un iPad, un GPS et tout ça. Voilà, parce que le GPS c'est facile. Mais le fait de savoir faire avec ça, ça t'oblige à l'avoir étudié un peu avant. À regarder à quel endroit j'ai des parkings, à quel endroit j'ai des trucs. Il y a des endroits où c'est plus compliqué. Hein. Là, c'est Rodez. Rodez, déjà, il y a des points de passage. Alors, c'est pas obligatoire pour nous, mais c'est pas mal de les connaître. Donc là, en fait, la carte ici, Rodez, elle est sur la deuxième page. Et derrière, il y a un dossier de 8 pages avec les règles, avec les heures, avec quand est-ce qu'il y a un agent, quand est-ce que c'est la tour de contrôle, quand est-ce que... Voilà. Donc on les étudie avant chaque vol. On est censé étudier la carte de l'endroit qu'on veut aller, mais aussi de 1 ou 2 aérodromes de déroutement sur la route, en se disant, si j'ai un problème, imagine, il fait beau, je décide d'aller à Rodez. Parce que j'ai mal fait ma météo, que la météo a changé. Alors Rodez c'est très court, mais je décide d'aller à Marseille. La météo change. Il y a une grosse zone très brumeuse en face de moi. Il faut que je puisse me poser. Et pour pouvoir se poser, ça suppose de connaître dans quel sens on peut se poser, à quel aérodrome, les fréquences, les trucs comme ça. Donc, on a un dossier comme ça. Ça, je l'ai toujours avec moi dans l'avion. Voilà. Donc, je sais que si je veux aller me poser à Sarladome, je dois éviter ici le champ d'antenne. Je dois éviter aussi ici le village et ici le village. Donc, c'est pas des... Alors, c'est pas des... Des fois, c'est des obligations, des fois, c'est des interdictions, des fois, c'est des conseils. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que si j'ai le choix entre éviter de voler trop près au-dessus du village ou mourir, on fait des choix qui sont la sécurité avant tout. Mais on peut avoir des problèmes dans ces cas-là. Et c'est à nous de justifier qu'on n'avait pas le choix, que pour la sécurité de l'aéronef, on était obligé de passer là à ce moment-là. Parce qu'il y en avait un autre qui arrivait là, et des fois, voilà. Est-ce que ça répond à la question? Voilà un peu donc ce qu'on utilise et ce qu'on balade avec nous à chaque fois. Et donc, voilà. C'est bon? Et ça, je vous montrerai ça quand on fera sur le simulateur du coup. Je le ramènerai et on fera un peu de ça avec. Communication en panne radio. Donc ça répond un petit peu à la question de tout à l'heure. La tour peut utiliser des fusées ou des éclats.
Voilà. Et si l'avion est au sol, ils peuvent utiliser d'autres types de fusées et d'éclats. D'accord? Donc ils ont des lumières ou des fusées. Ok? Dernière chose, qui est peut-être la moins marrante de toutes et qui est importante, c'est les hauteurs de survol. Ce qu'il faut voir, c'est que suivant la taille de ville que je survole, le type d'installation et tout ça, je n'ai pas le droit d'être à la même hauteur. La hauteur de base, un peu partout, c'est censé être 500 feet. 500 feet, ça fait à peu près 150 mètres. C'est pas si haut. Par contre, si je veux survoler une ville, je ne sais pas si on le voit trop sur celle-là, il y a des villes ici qui sont en jaune. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, sur la carte, je ne sais pas si vous le voyez trop, mais il y a des villes qui sont un peu en jaune. Ça nous donne un type de taille de ville. Et en fait, si vous regardez ici, quand j'ai certaines tailles de villes, des villes inférieures à 1200 mètres, des villes supérieures à 10 000 personnes, des villes, etc., 100 000 personnes, on a des hauteurs de survol qui peuvent être différentes. Donc pour nous, des villes qui font moins de 1200 mètres ou qui ont moins de 10 000 personnes, c'est 500 mètres. D'accord? Si c'est plus de 10 000 personnes, c'est 1 km de haut. Si c'est plus de 100 000 personnes, c'est 1500 mètres. Si c'est Paris, c'est à l'infini. C'est une des rares classes A de France. On n'a pas le droit de survoler Paris, nous, en tant que pilote lambda. Voilà. Ok? Voilà un petit peu l'idée. Après, il y a des règles spéciales suivant si, par exemple, une autoroute. Autoroute, je suis obligé d'être à 1000 feet au-dessus de l'autoroute. J'ai pas le droit de survoler l'autoroute de trop près. Voilà. Bon, par contre, si j'ai un problème, bon, tu me diras, on va pas aller souvent se poser sur l'autoroute, mais c'est arrivé que des avions se posent sur des grosses routes comme ça. Parce que en cas de panne, ben, c'est une panne. Donc après, se poser sur l'autoroute, faut pas avoir d'autre choix, quoi. Par chez nous, on a plein de champs. Souvent, les champs, c'est bien. Hein. Voilà. Ça va? On n'a pas le droit de survoler des grandes villes à moins de 1000 feet. On n'a pas le droit de survoler des obstacles à moins de tant de distance. Voilà. En gros, la règle générale, c'est 500 feet, sauf cas particulier, et ça augmente ensuite au-dessus. D'accord? Voilà. Et ensuite, on a, vous voyez, sur les cartes aéronautiques, ce qu'ils disent là, hop là. Suivant les tailles d'agglomération, on va avoir ici des couleurs qui nous donnent les hauteurs de survol. Voilà. Donc c'est bien parce que sur la carte, en fait, directement, on peut voir normalement la hauteur de survol. Et la légende, comme si on dépliait la carte, on aurait la légende, on aurait la hauteur. C'est bon pour tout le monde? Ce que je vous propose, c'est je mets en pause et je vous laisse réfléchir à ça. Moi, je suis désolé, j'ai une urgence. Il faut que j'appelle. Hop, je reviens. Hop là. Est-ce qu'il... Ouais, ok. Donc, un aéronef VFR décide de rentrer dans une zone terminale d'aérodrome. Donc une TMA. Alors une TMA, qu'est-ce qu'on a dit? Pour y rentrer dedans, on est obligé de contacter déjà, mais surtout de recevoir une autorisation. L'autorisation, c'est ce qu'on appelle une clearance. Ok? Donc, pour rentrer dans une classe D, obligé d'avoir une clearance. Un aéronef doit changer d'espace aérien. Est-ce que le contact radio est obligatoire, inutile, etc. Timéo. Toi, t'aurais dit quoi? D'accord, merci Timéo. Mathis. La B. Inutile en vol à vue, obligatoire en vol aux instruments. Ça veut dire que n'importe quel espace aérien où tant que je suis en vol à vue, je ne suis pas obligé de contacter. Va dire ça aux Espagnols qui ont eu l'armée qui sont venus. Ouais. Est obligatoire ou non selon les espaces concernés? Voilà, en fait, c'est pas toujours obligatoire. Espace classe E, classe G, on s'en fout. C'est pas toujours inutile. D'ailleurs, des fois, c'est obligatoire. Donc, effectivement, c'est obligatoire ou non selon les espaces. Ok? Voilà. Tout ça pour dire pas grand-chose, hein, cette réponse. Mais ça dépend des fois. C'est ça la bonne réponse. Ok? Allez, sur un aérodrome non contrôlé, l'éventuelle fréquence sur laquelle les pilotes peuvent échanger de l'information, est-ce qu'elle s'appelle la fréquence d'auto-information, la fréquence d'alerte, de courtoisie ou de détresse, ou la fréquence de emboîté? D'auto-information. D'auto-information. Voilà. Souvent, elle est notée la fréquence AA. Et c'est pas une blague. Merci. Allez, auto-information. Hein?
Ensuite, un aérodrome ouvert à la CAP. Ça veut dire quoi CAP? Ça veut dire circulation aérienne publique. Du coup, en disant ça, félicitations, j'ai répondu à la question. Ok. Voilà. Le certificat d'aptitude à se poser. Alors déjà, c'est pas un certificat. Il n'y a pas de certificat de je sais me poser. Hein. Il y a un certificat, il y a une licence et un brevet pour voler, mais il n'y a pas un certificat à savoir se poser. Idéalement, tous ceux qui volent devraient savoir se poser. Idéalement. Pour voler selon les règles VFR, il faut avoir des conditions météo comment? C'est les règles qui s'appellent les règles météo VMC. D'accord? IMC, c'est pour quand je suis aux instruments. IFR, c'est le contraire de... C'est le vol aux instruments. VFE, c'est une vitesse limite à ne pas dépasser sur le badin. Donc ça n'a rien à voir. Donc là, c'était VMC, 21C. La visibilité minimale pour entreprendre un vol VFR, c'est 1500 mètres. En gros, c'est la distance par rapport au nuage quand on commence à voler un peu en hauteur. Voilà. Ensuite, en vol à voile, lorsque deux planeurs arrivent face à face, dont un avec la montagne sur sa droite. Là, moi je dis, tout ça, ça mérite un petit dessin. J'ai une montagne. J'ai un planeur ici un deuxième, et un deuxième qui arrive comme ça. Ils arrivent face à face. Bon, je les ai déjà pas fait trop face à face, je vais les faire un peu plus face à face. Alors, qui doit faire quoi? Théoriquement, la règle, ce serait quoi? Ils vont à droite. Voilà. Et lui, il va aussi à droite. Donc du coup, est-ce que l'avion rouge, il peut aller à droite? Bah non. Donc en fait, l'avion rouge, lui, il continue tout droit parce qu'il n'a pas le choix. Et l'avion en face, par contre, lui, doit se dévier. Ok? Tu avais une question Ok. Mais est-ce que l'avion qui est le plus bas, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi ralentir? Alors, Parce que les moteurs. alors non. Parce que, alors déjà, c'est du vol à voile, mais en plus, même s'il avait des moteurs et qu'il pouvait couper les moteurs, si tu coupes les moteurs, imagine que tu es en montagne. Alors là, j'ai fait une pente un peu violente, mais je suis comme ça. Ah oui. Si je coupe les moteurs, je peux avoir l'aile qui va venir faire un petit bisou à la montagne, quoi. C'est pas le but. Donc la règle, c'est par défaut, lui doit éviter. Ok? Et s'il se pousse pas, bah, dans ce cas-là, tu pries pour qu'il se pousse, quoi. Voilà. Mais t'es pas censé passer ni au-dessus ni en dessous. Après, c'est de la survie. Hein. Donc théoriquement, tu vas le contacter à la radio pour lui dire décale-toi, décale-toi, décale-toi. Hein. Et voilà. Théoriquement, les deux pilotes ont un brevet de vol et une licence de vol, donc ils savent les règles. Hein. C'est comme sur la route, si tu me dis qu'est-ce que je fais si j'ai une voiture qui me double par la droite. C'est pas censé arriver, t'es pas censé connaître une règle de fonctionnement si un mec te double par la droite. Voilà. Voilà. Donc ensuite, du coup, le planeur ayant la montagne à sa droite a la priorité, oui, parce qu'il ne peut pas dégager à droite. Et le planeur ayant la montagne à sa gauche doit dégager sur sa droite. Ça, c'était celui d'en face, donc oui. Et donc, quand j'ai deux réponses qui sont bonnes, ils ont créé une troisième réponse qui est plus bonne que les deux autres. Comme d'hab, hein. Donc voilà. Là, c'est A et C, donc ça donne D. Ok? On est dans la qualité des questions, encore une fois. Un niveau de vol, c'est quoi la référence du niveau de vol? Allez, Zachary, tiens. Le flight level, c'est quoi la référence? A. Ouais. La A? Non. QNH, c'est par rapport à la mer. Donc ce ne serait pas un niveau de vol, ce serait une altitude. Oui? Ouais. Le niveau de vol, c'est par rapport au standard. Ça, c'est la valeur standard. Ok? Si j'avais un QFE, ce serait donc par rapport au sol, et c'est ce qu'on appelle la hauteur. Ok? C'est bon? C'est les trois à connaître ça. Hauteur QFE, c'est le sol. QNH, c'est la mer, c'est l'altitude. Standard, c'est le niveau de vol. Ok? C'est bon pour tout le monde? Allez, je me dépêche pour que vous puissiez partir. Un pilote effectuant un vol à vue, VFR, sur une route magnétique 200. Ah, déjà il faut connaître les angles. 200, c'est vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. C'est où? Alors 200, si je fais ça, c'est 0. Ça, c'est 180. On tourne dans ce sens-là. Hein. Donc le 200, il est quelque part ici.
Ok, ça c'est 200. Bon, je l'ai un peu abusé, mais c'est pour que vous le voyez. Si c'est 200, c'est vers la gauche. La gauche, c'est le Portugal. Portugal, donc pair. Allez, Romain, s'il te plaît. Donc, ensuite, j'ai besoin de savoir est-ce que je suis en VFR ou en IFR. Je suis en VFR, donc le dernier chiffre, c'est pas un 0 parce que ça, c'est de l'IFR. Hein. Donc ça, c'est bien le 5. Ok, VFR, VFR. Et on a dit qu'on allait vers la gauche, donc c'est un nombre pair. Donc nombre pair, c'est bien lui. D'accord? Pair. Donc, c'était la réponse C. Ça va pour tout le monde l'explication? Vous aviez juste à ça, c'est bon? Ouais. Ok. Le transpondeur, c'est un équipement qui permet quoi? Est-ce que ça permet de piloter automatiquement l'avion? Non, ça c'est l'ordinateur ou le pilote automatique, quoi, mais c'est pas le transpondeur. Est-ce que ça permet d'identifier et suivre le vol à l'aide d'un radar sol? Oui, c'est ce que je vous avais fait comme dessin tout à l'heure. C'est là où on met les 4 chiffres, là, par exemple 16-25. Donc ça, oui. Est-ce que ça permet de pratiquer le vol de VFR au-dessus du FL 195? De toute façon, au-dessus du vol 195, on va pas y aller souvent, hein, ok. Et un vol sans visibilité, on est en VFR, donc jamais. Donc le transpondeur, c'est pour identifier et suivre le vol à l'aide d'un radar sol. Ok. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le point, comme ça, il aura le nom 1625, par exemple. Hein. Ok, c'est bon? En dehors des zones à forte densité d'atterrissage et de décollage, l'aéronef, il doit respecter quelle hauteur? Ouais. Ça s'affiche au-dessus du niveau du sol de l'eau. Exactement, ce que ça fait à peu près 150 mètres. Ok. 500 feet, c'est le nombre à retenir. C'est le truc de base. Par défaut, partout, on doit être à au moins 500 feet. C'est bon? Ouais. Ok. Donc c'était la réponse C. La hauteur minimale de survol d'un rassemblement de plus de 100 000 personnes. Alors ça, c'est pareil, fait partie des règles. Hein? Je l'ai entendu, je sais pas. Non. 2000? Non. 1500. C'était 1500. Ouais. Ça fait partie des règles qui sont données dans les tableaux et tout ça. Ok. Voilà. Alors, le circuit de piste, il se fait dans quel ordre? Tom, tiens, qu'est-ce que tu m'as dit? Montée initiale, Ouais. vent arrière, étape de base, virage final, c'est la réponse C. Ouais. Alors moi, ce que je fais quand je fais des questions comme ça, là où on vous demande de faire dans l'ordre, on pourrait très bien ne pas commencer par la première, d'accord? Étape de base. Donc ça, étape de base, ça veut dire que je suis quasiment à la fin. Et là, montée initiale juste après. Ça, c'est débile. Ok? Vent arrière. Ok? Donc je suis en train de faire mon truc comme ça. Vent arrière, étape de base. Ok? Montée initiale. Bah non, ça c'était au début, pas à la fin. Montée initiale. Ok? Étape de base. Oula, j'ai sauté d'un côté à l'autre. C'est bizarre. Et ensuite, vent traversier. Là, c'est de la merde. Hein. Ok? Voilà. Donc, techniquement, il y avait que la C. Vous voyez comment on fait? On essaye d'éliminer un des passages qui n'est pas logique, quoi. C'est bon? Allez, on a bientôt fini. La piste en service est la 21. Alors, cette question, elle est chiante parce que faut arriver à bien visualiser les angles. Est-ce que vous arrivez à bien visualiser les angles? Alors moi, ce que je vous propose, quand c'est ça, 21, ça veut dire quel angle? 21 degrés? Non. La piste 21, elle est à combien de degrés? 210. Non, t'as pas le droit aux règles, rapporteur, tout ça. Donc 210. Ça c'est 0, ça c'est 180, ça c'est 270 et ça c'est 90. Ok? 210 c'est vers où? C'est à peu près vers là. Ok? Là j'ai mon 210. Ce que je vais faire, je vais tracer mon aérodrome comme ça. Ok? Je trace mon 210. Et on sait que c'est un circuit main gauche. Main gauche, ça veut dire que mes virages ils seront à gauche. Donc là, quand je suis là, pour arriver là, j'ai tourné avec ma main gauche. Donc je viens d'ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que 210, je vais là. Je vais vers le 210. Ok?
Ensuite, là, là, là. Là, 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 là. Ok. Non, je l'ai fait dans le mauvais sens, t'as raison. Putain. Attends. 210. Je vais vers là-bas. Oui, oui, t'as raison. J'atterris ici et main gauche, c'est... Oui, oui, je me suis trompé. Je vais vers le 210. Donc si je vais vers le 210, je vais vers là-bas. Hein. Hop. Voilà. Là, je vais vers la piste 21 du coup. Donc je vais vers le 210 sans... Comme ça. Ok, merci. Hop là. Alors je vais vers le 210. Ça veut dire que mon angle qui est là, ici, si je regarde, ça c'est bien le 210. L'angle qui est là, il va vers en haut à gauche. D'accord? Cet angle-là, là. Il va vers en haut à gauche. Donc il est à 210 plus 90. Donc ça c'est 210 plus 90, ça fait 300. Ici, je vais en haut à droite. Donc par rapport à cet angle-là, j'ai rajouté 90. Donc je suis à 300 plus 90. Alors ça fait 390, mais j'ai le droit qu'à combien au max? 360. Donc c'est 360 plus ce qui me reste, 30 degrés. Donc ici, lui, il est à 30 degrés. D'ailleurs, si on regarde, est-ce qu'il est bien à 30 degrés à peu près? Ouais, il est entre 0,90 et à peu près un tiers. Ici, j'étais à 30 plus 90. J'étais là, tac. Donc ça fait 120. Et celui-là, bah, normalement, si je ne me suis pas loupé, 120 plus 90, ça fait 210. Ce qui est normalement logique. Et maintenant, je regarde mes propositions. Dans mes propositions, on me passe en premier vent traversier. Le premier, du coup, que je dois dire, ça va être le vent traversier, c'est-à-dire celui-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Le deuxième, théoriquement, si je ne me suis pas planté, ça devrait être 30. Le troisième, 300. Et le quatrième, 210. Je regarde dans les propositions. Donc en 1, 2, 3, 4. 120, 30, 300, 210. Ok? Personnellement, je fais tout le raisonnement comme ça sur ma feuille, sur mon brouillon, hein. Quitte à tourner le brouillon s'il y a besoin, pour être sûr de ne pas me planter, quoi. Ok? C'est bon pour tout le monde? Alors, je sais pas, normalement vous n'avez pas le droit de régler tout ça, rapporteur. Si vous en avez, laissez-les dans votre sac au cas où. Si c'est pas interdit sur le sujet, c'est que c'est autorisé, quoi. Voilà. Mais je sais que la calculette, ils l'interdisent chaque année. Ok. Quelle est la zone dont le survol est strictement interdit? P pour prohibited. R c'est pour restricted. D c'est pour dangerous. Voilà, parc naturel, what the fuck, on sait pas de quoi il parle, mais bon, ok. Sur un aérodrome, l'altimètre indique l'altitude par rapport au terrain quand il est calé sur quel calage? Alors, quand je suis sur le calage standard, c'est ce qu'on appelle le niveau de vol. Donc c'est pas ça, hein. Vol FL. C'est pas lui. Le QNH. QNH, le N, moi ce que je me souviens, personnellement, comment je m'en souviens? Le N, je me dis, c'est pas loin dans l'alphabet du M de mer. C'est pourri comme astuce, mais ça marche, hein. Voilà, QFE, oui. Alors QFU, c'est pas QFU. QFU, c'est le numéro 21 de la piste. Ça, c'est le QFU. Ok. Donc là, c'est QFE. Ok. QFE, c'est par rapport au terrain. D'accord. Et il nous reste la dernière, et je vais faire un beau dessin parce que ça me manque de faire des beaux dessins. J'en ai pas fait beaucoup aujourd'hui. Alors, j'ai la mer. Elle est belle, hein. Je sais que je suis à 4500 feet QNH. Donc mon avion, il est très haut, hein. Il est là, mon avion. Ça, c'est mon avion. Hop. Il est à 4500 feet et QNH, ça veut dire par rapport au niveau de la mer. On me dit ensuite, mon aérodrome, il est à 150 mètres d'altitude. Ça veut dire quoi, 150 mètres d'altitude? Par rapport au niveau de la mer. Donc mon aérodrome qui est à droite, je sais ici qu'il est à 150 mètres. Et là, on peut se dire, les salauds, ils nous mélangent des feet avec des mètres. Oui, c'est des salauds. Ok, j'ai mon aérodrome. Je ne fais que la piste, hein. Et c'est un tapis volant, en fait. Ok, et ensuite, on me dit, le circuit de piste de cet aérodrome se fait à 1000 feet sol. Ça veut dire quoi? C'est que par rapport à ces trucs, je dois faire ici 1000 feet. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, 150 mètres, ça fait combien en feet?
Ça fait à peu près 500 feet, ouais. À peu près. Ok? Donc ça veut dire qu'en tout ici, j'ai 1500. Ça veut dire que entre l'endroit où je veux aller, entre l'endroit où je suis et l'endroit où je veux aller, il faut que j'arrive à diminuer de 3000 feet. D'accord? Ma descente ici, elle se fait sur 3000 feet. Et on nous dit qu'on a un taux de chute de 500 feet par minute. Combien j'ai de fois 500 dans 3000? 6. Donc ici, il fallait 6 minutes. Vous voyez que ce genre de questions-là, si vous ne faites pas un dessin, c'est infaisable de tête. Enfin, ça demande des conversions, des petits trucs. C'est pas compliqué en calcul, mais ça suppose d'avoir compris de quoi on nous parle. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se dit à la semaine prochaine. Et ceux qui restent là, on va essayer d'avancer un peu le simulateur.